C'est parti. Bonjour Eric. Salut Elio. Deuxième partie du coup de cette intéressante discussion. Comme on l'avait annoncé à la fin de la première, on va commencer par répondre à certaines questions que les gens nous ont posées sur les réseaux, donc Twitter et Instagram. Je pense que tu as une petite liste. On a fait un espèce de pré-tri histoire de ne pas avoir des questions qui se répètent. Je peux commencer. Tu veux lancer? Ouais, je peux en lancer une. Alors j'ai une question de Jenaz, ouais, je sais pas si on dit les prénoms, enfin bref, je vais peut-être éviter, comme ça on s'évite aucun truc, qui nous demande en fait de parler de l'importance de lire, de cultiver la connaissance au-delà de l'éducation. J'imagine que par là elle entend l'éducation nationale. L'éducation classique. Scolaire. Ouais. Donc pourquoi est-ce que c'est important de se cultiver? Pourquoi est-ce qu'on devrait en apprendre un peu plus sur nous, sur les autres, sur le monde, sur ce genre de choses? Est-ce que tu as une pensée là-dessus? Oui, bien sûr. Pourquoi pas Pourquoi? Parce que le système de l'éducation, comme cette personne le mentionne, je suppose qu'on parle d'éducation scolaire, comme tu l'as dit, scolaire qui peut aller jusqu'à universitaire, etc. C'est quand même une éducation qui nous est pas mal imposée pour la grande majorité de la chose, qui c'est un espèce de moule dans lequel on nous pousse, histoire qu'on prenne la bonne forme, quelque part. C'est un peu ça. Tu vois, j'ai entendu quelques histoires à ce propos, que l'école aurait vraiment été inventée pour pouvoir préparer tous les petits-enfants à devenir des bons travailleurs dans une usine. En fait, le but, c'était vraiment que tout le monde soit pareil. Comme ça, tout le monde, il est obéissant, tout le monde, il fait ce qu'on veut, tout le monde, il va travailler dans les usines et on fait plein d'argent. Ouais. L'école aurait été inventée à ce moment-là, il me semble. Après, du coup, à partir du moment où le système est toujours un petit peu la même chose, c'est toujours un peu une espèce de moule où on t'apprend différentes choses, on te donne une espèce de forme, on essaye de... du coup, vu qu'on a tous les mêmes cours, dans la grande majorité des choses, on est tous un peu pareils, mais on a assez peu d'options, en tout cas dans la grande partie du parcours éducatif. On nous impose les sujets, on les apprend, et c'est très important, je pense, d'approfondir à côté ce qui nous intéresse vraiment, ou ce qui nous intéresse et qu'on n'a pas vraiment pu aborder dans l'éducation normale. Je sais pas ce que tu en penses. Après, c'est très vaste comme question, hein. Oui, évidemment que c'est important, tout le monde serait d'accord. De dire qu'il faudra en apprendre un peu plus. Je pense que personne ne contredirait ça. Pourquoi en apprendre plus au final? Pourquoi est-ce que, si aujourd'hui l'école te permet d'avoir ton petit papier grâce auquel tu peux te lancer dans un apprentissage ou dans un, je sais pas comment ils appellent ça en France, un CAP ou... C'est ça, non? Ouais, je sais pas. Bref, à partir du moment où l'école te permet de trouver un taf et de gagner tes sous pour acheter ton pain, pourquoi est-ce que toi, en tant qu'individu, tu devrais, ou quel avantage est-ce que tu pourrais tirer d'un approfondissement de ta connaissance du monde? Parce que moi, par rapport à ça, je vois une réponse assez logique qui me paraît assez flagrante. C'est que si ta vie, si t'es pas complètement satisfait de ta vie, si t'es pas complètement épanoui. Ouais, épanoui en fait, à partir du moment où tu vas toujours souffrir dans ta vie, il va toujours se passer des trucs où, en gros qui vont te faire souffrir. Tu vas vivre des éléments pas chouettes. Et l'idée, c'est que plus t'en sais, quelque part, plus tu t'apprends à te connaître toi, plus tu t'apprends à connaître, j'en sais rien, mais qu'un système économique ou n'importe quoi, plus tu t'évites en gros de la souffrance inutile, en fait. Donc, plus t'es prêt à beaucoup de situations qui pourraient arriver, plus t'es préparé, plus tu en sais, et plus vite et mieux tu peux réagir. Bien aussi. Sûr. Que ce soit en conséquence, une réaction, ou en prévention aussi, éventuellement. Simplement pour avoir une vie peut-être un peu plus riche, avec plus de possibilités, avec plus de possibilités que tu remarques surtout, parce que si tu connais rien sur un sujet, tu vas même pas voir les opportunités, les possibles opportunités qui pourraient apparaître devant toi, en fait. Donc simplement en te cultivant, en apprenant sur le monde, tu vas voir beaucoup plus d'opportunités et c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus marrant. T'as la possibilité d'épuiser genre la vie, d'en tirer un maximum. Tu peux, pour moi, ça permet de voir énormément de choses là où d'autres personnes n'y verraient rien. Et chacun d'entre nous, on est très très loin aussi de voir tout ce que quelqu'un d'autre pourrait voir. Donc, je me souviens des options, c'est beaucoup d'options. Je me souviens que cette Jenna, parce qu'elle commence sa question en me disant
sans aucune surprise, je vais te demander de parler de l'importance de Nana parce que la dernière fois, enfin, du coup, je suis remonté, et la dernière fois qu'elle avait répondu à une de mes stories, c'était vis-à-vis du livre. Enfin, j'ai lu un livre d'Alexandre Solzhenitsyn dont j'avais un peu parlé en story. Et en fait, elle avait plutôt l'air, enfin, elle avait l'air d'être bien intéressée par tout ce qui était l'histoire. Et peut-être que sa question s'axe en partie sur l'histoire. Enfin, en gros, ce livre de Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag, je vais en parler sur ma chaîne. Donc, peut-être que la vidéo sortira plus ou moins en même temps, donc les gens pourront faire le lien. Mais du coup, je vais pas développer maintenant. Mais en gros, quand tu te cultives, quand tu en apprends sur l'histoire du monde, parce que peut-être c'est la perspective qui l'intéresse, bah t'apprends, je sais pas, j'ai l'impression en fait qu'on vit à une époque où il y a tout qui va tellement vite qu'on ne sait pas vraiment ce qui va être le prochain pas, quelle va être la prochaine étape, où est-ce qu'on en sera dans 1 an, dans 2 ans, putain, avec l'intelligence artificielle, les modifications génétiques qu'on arrive à faire. Je sais pas si tu as vu, il y a ce docteur chinois qui a réussi à modifier, je crois, une protéine genre dans le bide d'une femme enceinte, et d'immuniser cette femme, mais je t'en avais parlé hier. Oui, d'immuniser cet enfant au sida. Ouais, exactement, il pouvait plus, enfin, parce que sans cette protéine, je crois, le virus peut plus, enfin, je suis pas expert là-dedans, mais quelque chose, ouais. Exactement. Et toutes ces modifications, en gros, elles vont amener des changements, mais à mon avis, qu'on est incapable de conceptualiser maintenant. Elles sont exponentielles en plus, hein. Il y a qu'à regarder les 20 dernières années de révolution par rapport aux 2000 dernières années, on ne sait pas où on sera très rapidement. Donc, Absolument pas. Et du coup, vu que apprendre où on en est aujourd'hui, bah, au final, ça fait pas énormément de sens, dans le sens où ça va peut-être changer, les règles du jeu sont sur le point de changer complètement. Bah, on apprend sur l'histoire, on apprend sur le passé, aussi sur la psychologie humaine, parce que la psychologie humaine, tout ce qui est sécrétion d'hormones, le fonctionnement de l'humain en tant qu'animal, c'est pas des choses qui vont changer. Et ça a pris beaucoup de temps à se former, et on va pas changer d'une décennie à l'autre. Donc... Et du coup, en savoir là-dessus, ben, ça te permet de mieux appréhender la suite. En fait, t'es mieux équipé pour quoi qu'il se passe dans l'avenir. Tu t'affûtes aussi, genre un peu en lisant, en apprenant des connaissances, en apprenant sur n'importe quoi. Tu t'offres plus d'outils, en fait, tout simplement. Surtout, tu vas chercher dans des domaines qui sont immuables. Ou à l'échelle de notre vie immuable, du style la psychologie humaine. Hein, entre maintenant et 40 ans, ça n'a pas énormément changé, un petit peu probablement avec la technologie, plus que pendant les 40 dernières années, il y a 500 ans bien sûr, mais voilà, c'est peut-être plus intéressant d'en apprendre sur la psychologie humaine que d'apprendre sur une technique particulière. Sur le droit fiscal suisse en 2019 ou en 2020, qui va probablement plus être le même dans 5 ans. Quoi. Enfin, exactement, voilà, c'est un bon exemple. Du coup, elle m'enchaîne en fait avec pas mal de questions. En fait, je les ai toutes trouvées assez cool. Du coup, deuxième question, quand on voit ta vidéo sur le 540, la philosophie qui en ressort, on comprend clairement que tu es porté par l'envie, au-delà du sport, de véhiculer un certain état d'esprit persévérant. Peux-tu développer ton message de fond? La question est valable aussi pour Eric d'ailleurs. Du coup, je récapitule en gros cette vidéo en 2 secondes. La vidéo sur le 540, c'est une vidéo que j'avais filmée dans laquelle je montrais toutes mes tentatives pour réussir à faire un 540 qui est une figure, qui est une espèce de, comment on appelle ça, une vrille que tu fais à la barre, une rotation sur 140 degrés sur la barre fixe. Donc c'est une figure un peu d'acrobatie. Et j'avais filmé toutes mes tentatives jusqu'à réussir à faire la figure, donc avec chaque échec. Et dans cette vidéo, du coup, il y avait une voix, à un moment donné, je me suis enregistré en voix off et j'expliquais, je parlais du positionnement en tant que victime, en fait. J'expliquais que, sauf erreur, il s'était passé 2-3 trucs, et puis j'avais hésité. Je vais peut-être devoir revenir faire un petit pas en arrière. En gros, j'avais promis cette vidéo, j'avais promis que j'aurais le 540 avant le 24 décembre. C'est-à-dire que je m'étais fixé une deadline, et il s'était passé 2-3 trucs juste avant, et puis en gros, j'aurais pu venir avec une excuse et dire « Ah, mais il s'est passé ça dans ma vie, et du coup, j'ai pas pu... Enfin, la deadline, je peux pas la respecter, mais c'est pas de ma faute. » Et en gros, en 10 ans, c'est pas de ma faute, ce que je racontais du coup en voix off dans la vidéo, en 10 ans c'est pas de ma faute, je me positionne en victime. Et d'ailleurs c'est hyper cool qu'on en parle parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce que je voulais dire. Parce que quand ils entendent victime, aujourd'hui, ça sonne une insulte, tu vois. Mais moi j'entends pas victime au sens d'une insulte, c'est pas « Ah t'es une victime » ou « Ce mec c'est une victime » dans le sens où il se fait victimiser. Pour moi, à partir du moment où tu dis « Ça m'est arrivé mais c'est pas de ma faute », t'es une victime, t'es quelqu'un qui subit, t'es le sujet passif, t'es plus le sujet actif qui est responsable de ce qui arrive, t'es passif en fait, t'es là, et il y a des événements qui sont totalement externes, plus forts que toi, tu peux rien y faire, et qui t'arrivent dessus. Et là, t'es en position de victime par rapport à ces éléments.
Et ce que je disais du coup dans cette vidéo, c'était que quand tu te positionnes en victime, tu t'enlèves quelque part la responsabilité, tu te déresponsabilises, tu te dis, bah écoute, je peux pas te sortir la vidéo pour du 540 pour Noël, mais c'est pas de ma faute. Exactement. Oh, chips. T'as vu? Tu peux plus parler maintenant, c'est juste. Mais c'est pas de ma faute, et à partir du moment où c'est pas de ma faute, bah personne peut m'en vouloir. Même moi, je peux pas m'en vouloir. Et du coup, bah je sauve la face, je sauve mon... ego. Je sauve mon ego, je me sens mieux vis-à-vis de moi-même parce que bah, c'était simplement pas de ma faute. Mais le problème, quand tu te positionnes en tant que victime, c'est que tu t'ôtes tout pouvoir sur la situation en soi. Exactement. Donc tu peux plus la changer. À partir du moment où tu es une victime, tu peux plus changer ça. C'est comme ça que tu vois la chose. Ça m'arrive, je subis, je passe à autre chose, mais ça sert à rien de continuer parce que je peux pas. Voilà. À partir du moment où tu te poses dans cette position, pour rester cohérent avec cette position, tu es obligé de laisser tout pouvoir. Ouais. Tu dois oublier ou te cacher le fait que peut-être non seulement tu pourrais éventuellement peut-être changer les choses, ou au minimum te poser la question de est-ce que si ça pouvait éventuellement se reproduire, est-ce que je pourrais faire quelque chose de différent pour altérer le résultat final ou vraiment pas. Tu vois, s'il y a une météorite qui s'expose sur la Terre, c'est relativement externe, on ne peut pas faire grand-chose, toi ou moi, probablement. On peut peut-être en apprendre des choses, je sais pas. C'est pas la même chose que si voilà, tu as eu un empêchement pour X ou Y raison pour sortir une vidéo. Parce qu'il faisait moche et tu peux pas filmer parce qu'il fait moche ou je sais pas. Bref, je suis à court de bons exemples, je crois. Mais... Non, mais c'est des très bons exemples. Et d'ailleurs, bah, je pense que c'était toi. C'était toi. C'était un truc, je me souviens, c'était un sujet qui te plaisait pas mal. Enfin, on en discutait pas mal il y a 2-3 ans. Où t'expliquais que ce que t'aimais faire, c'était genre te responsabiliser pour absolument tout ce qui t'arrivait. Genre... Eric, c'est un bonhomme, c'est le genre de bonhomme qui se retrouve dans une situation où en gros, y a une couille qui lui arrive, il aurait 1 milliard de raisons et 1 milliard de bonnes raisons aux yeux de la majeure partie de la population de dire écoute, c'est pas de ma faute, et tout le monde dira bah ouais, effectivement, ce qui vient de t'arriver, c'est pas de ta faute. Mais Eric, ce qu'il va dire, c'est non, si, c'est de ma faute. Et à partir du moment où tu décides que c'est de ta faute, bah tu deviens celui qui a le pouvoir en fait, et celui qui a le pouvoir, c'est celui qui en gros peut changer les choses et les améliorer. Et en fait c'est dans ce mindset en fait que tu as envie de te mettre. Donc quoi qu'il t'arrive, des fois ça peut paraître un peu grossier, des fois c'est vraiment genre vraiment pas de ta faute. Tu peux avoir l'exemple plus objectivement, pas de ta faute, mais plus tu es capable de prendre de la responsabilité pour les trucs qui t'arrivent dans ta vie, plus non seulement quand il t'arrive des bons trucs, tu peux aussi prendre la responsabilité pour ces bons trucs. Parce que c'est facile de balancer et de dire ah c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, et quand il y a des trucs bien qui arrivent et là tu dis ah mais c'est grâce à moi. Ça marche pas comme ça. C'est ou bien c'est toi qui es en contrôle et puis à ce moment-là la merde que tu t'attires c'est ta faute, mais les trucs chouettes que tu t'attires. Parce qu'à partir du moment où tu es là-dedans, c'est-à-dire que tu décides de prendre le contrôle sur la responsabilité de ça, mais pas ça. Donc à un moment, il faut choisir. Soit tu te déresponsabilises de tout, soit tu prends le contrôle, soit tu réalises que tu as pris le contrôle de décider que ce n'était pas de ta faute. Et là, tu as quand même pris le contrôle quelque part. Après, c'est des fois, c'est à différents niveaux. J'imagine qu'il y a des gens, ils vont voir ça un peu comme ouais, mais là, ils sont en train de se triquer eux-mêmes mentalement. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est vrai que tu as des situations où clairement, tu peux rien. Genre, si tu sors dans la rue, tu as un vélo qui te rentre dedans par derrière, tu vas pas te dire, enfin, c'est un peu lourd et grossier, genre de dire, ouais, mais j'aurais pu sortir 10 minutes plus tôt, et puis Mais c'est un peu le mindset, en fait, parce que des fois, tu as des situations qui sont ni noires ni blanches, on est dans le gris, et quand on est dans le gris, si tu arrives en fait à te responsabiliser pour le truc, typiquement la vidéo, de me dire, bah écoute, on est 2 jours avant le 24 décembre, il faut que je fasse 540, réussir à le faire en 2 jours, c'est tendu. Mais dans le fond, qu'est-ce qui m'aurait empêché au final de commencer plus tôt ou de m'y prendre un peu plus en avance et de voir ensuite, ah mais en fait, c'est de ma faute. Parce que même si j'ai eu je sais pas, genre ce projet que j'ai dû rattraper au dernier moment, peut-être que si j'avais bossé un peu plus pendant mon année, ce projet, j'aurais pu le terminer 1 jour plus tôt, du coup, ça m'aurait donné 1 jour de plus, du coup, j'aurais pu faire la vidéo. Donc au final, quand tu commences à penser comme ça, tu réalises que les choses dépendent beaucoup plus de toi. Et si elles dépendent plus de toi, ça veut dire que t'as juste au final à décider, à passer à l'action, et puis tu t'attires des trucs, quoi. Ouais, tu parlais de ma façon de responsabiliser la chose. C'est vrai que j'en parle plus trop, parce que c'est vrai que quand j'en parle, j'ai l'impression en fait que c'est mal pris. Non, moi j'adore. Moi je te jure, j'adore. Ouais, je sais, mais tout le monde le prend pas comme ça. Moi quand je t'entends, des fois je me dis mais Claire. Mais je reçois plus de feedback. Du coup, je préfère éviter un peu le sujet, parce que c'est vrai que souvent quand je dis quoi qu'il m'arrive, c'est de ma faute, les gens, en fait, qui m'entendent, j'ai l'impression qu'ils le prennent pour eux,
Genre, comment ça? Je comprends pas. Comment ça, ils le prennent pour eux? Si je dis ça, ils se disent, ah bah si lui il pense ça pour moi, pour lui, ça veut dire qu'il pense que je devrais penser ça pour moi. Et du coup on me dit, ah mais en fait il m'est vraiment arrivé un truc, je peux pas, tu vois, des fois c'est vraiment complètement extérieur ou quoi. Et justement, je suis pas assez intéressé pour discuter en profondeur des problèmes des uns et des autres, mais je préfère vivre comme ça, je trouve ça mieux. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur un dernier truc, quand il y a vraiment un truc, et ça c'est quelque chose que je trouve assez fascinant aussi, c'est quand il y a vraiment quelque chose, le plus objectif du monde, tu pouvais rien y faire. Vraiment, ça te tombe dessus, c'est pas de chance. Il y a vraiment un facteur chance dans beaucoup de choses. Tu as toujours le contrôle sur ta façon de voir la chose. Tu as toujours le contrôle sur la façon de voir ça. Mais mettons qu'il y a un truc négatif qui t'arrive, c'est un stress, mettons que c'est un stress sur tu as un danger sur ta façon de vivre, sur ta façon d'être ou quoi, tu peux toujours décider que c'est un stress positif ou négatif. C'est une façon de voir la chose. Est-ce que tu te dis, voilà, je subis, c'est la merde, bon, voilà, c'est pas de chance pour moi. Ou est-ce que tu te dis, au contraire, ah ouais, c'est un beau challenge, hein, c'est un sacré challenge. Comment est-ce que je vais décider de réagir face à ce challenge sur lequel je n'ai aucune influence? Je peux décider de voir ça d'une façon positive, comme une façon de me renforcer, tu vois. Faire preuve de pragmatisme au final. Un proche qui décède, tu peux rien faire, tu peux pas le changer, tu peux plus le rattraper. Tu peux décider de voir ça. Ouais, je vais peut-être pas parler de ça parce que j'ai un peu d'expérience où je peux pas parler de ma vie privée, tu vois, mais enfin trop privée. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, mais au final, tu t'es pas. Ouais, je sais pas si j'ai envie de parler. Deuil. Je sais pas si je peux me permettre de parler de deuil, mais ça peut être un exemple, tu vois. Tu peux voir ça comme quelque chose qui te tombe dessus, que tu ne méritais pas, que cette personne ne méritait pas, qui est totalement injuste. Mais tu sais, il y a un élément genre à la vie qui est genre hyper tragique. Il y a des choses qui vont te tomber dans la gueule où tu pourras absolument rien. Genre c'est un truc qui me fait un peu froid dans le dos, c'est de m'imaginer mes parents qui, pour l'instant, sont les deux encore vivants, mais mes parents qui chopent Alzheimer, tu vois. Et genre d'imaginer que tes parents te reconnaissent plus. Et c'est... Ou alors imaginer que... Ouais, et c'est des éléments où qu'est-ce que tu vas faire face à ça, tu vois. Genre tu vas pas pouvoir te responsabiliser. C'est pour ça peut-être que du coup... te construire le plus possible en tant qu'individu, histoire de t'éviter des autres problèmes, en plus de ces problèmes qui de toute façon vont t'arriver, c'est peut-être important, parce que la mort d'un proche, c'est tragique. Par contre, la mort d'un proche, et en plus, du coup, tu te retrouves à te battre avec tes frères et sœurs pour une question d'héritage ou des trucs comme ça, c'est, t'as une situation de merde, mais tu t'en fais un enfer, en fait, si t'as pas les épaules pour réussir. Et du coup, plus tu te formes, plus tu deviens un peu plus que ce que t'es, plus tu as la possibilité de, il y a un proche qui meurt, et tu trouves le moyen de réunir ta famille, et puis genre de... je sais pas si... si tu arrives à limiter tes problèmes à uniquement ceux sur lesquels vraiment tu n'as aucune influence, t'es béni, t'es le surhumain de la planète, parce que c'est très très difficile, mais tu peux essayer de t'épargner un petit peu des soucis. Tu peux pas les éliminer, mais les limiter, tu peux. Tu peux. Ouais, intéressant. Je peux aller sur la suite, elle me pose 3 questions de suite. Et la dernière, c'est si on se projette à 80 ans, qu'est-ce qu'on aimerait avoir mis sur la table de manière collective? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir changé ou influencé? Toi et moi? C'est ça la question. Question pour toi, et ensuite qu'est-ce qu'on aimerait avoir mis sur la table à 80 ans, de manière collective, d'un point de vue collectif? J'imagine qu'elle nous poserait pas cette question si on faisait pas des vidéos sur YouTube, mais j'imagine qu'elle se dit que vu qu'on fait des vidéos sur YouTube, c'est qu'on a envie d'apporter quelque chose à une certaine collectivité, et du coup, en fin de vie, quel regard est-ce qu'on aimerait pouvoir porter sur nos actions, sur les répercussions de nos actions vis-à-vis des autres, en fait, du reste du monde? C'est grand tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'aurais... C'est difficile de dire ça. C'est difficile de dire ça à voix haute, sachant qu'on est filmé et que... En fait, je sais pas. Ce que j'entends, c'est que on a tous des rêves de grandeur, de choses comme ça. On a tous des objectifs profonds, qu'on pourrait appeler, je sais pas, des objectifs de vie ou je ne sais quoi. Parce que là, on parle d'objectifs de vie. Sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu as envie d'avoir posé sur la table? C'est en gros, qu'est-ce que tu as envie d'avoir accompli avant de mourir? C'est un truc assez compliqué à répondre. Et j'ai l'impression que ça fait partie des genres d'objectifs. Moi, j'ai peut-être un début de réponse, et on peut peut-être partir de là. Mais je me dis que je sais pas, je m'imagine que je vais mourir, j'imagine que les choses qui vont me venir en tête
dans un premier temps, c'est mes relations vis-à-vis des autres êtres humains, notamment les êtres humains qui resteront sur Terre après mon départ. Et du coup, j'aimerais avoir pu apporter un truc de chouette à ces autres êtres humains. J'aimerais pouvoir partir en ayant laissé une trace positive. Peut-être que vis-à-vis de... C'est-à-dire ne pas avoir créé plus de problèmes que nécessaire. Genre, j'aimerais pas m'en aller et puis me dire que... Et puis laisser une personne détruite sur Terre à cause de mes actions. Parce que j'ai trompé, parce que j'ai volé, parce que j'ai commis un de ces trucs qui... Ça, c'est le genre de truc que j'ai pas envie d'avoir à me dire. J'ai pas envie d'avoir à me torturer vis-à-vis de ma conscience. En vrai, j'aimerais m'en aller conscience tranquille. En fait. C'est ça le truc. J'aimerais avoir réussi à aligner mes actes au fil de ma vie à ma conscience. Et le jour où je m'en vais, me dire, écoute, cette petite voix que j'avais dans ma tête qui me disait tu devrais faire ça, ou ça, tu devrais pas le faire, ou ça, tu devrais pas le dire, ou là, t'es en train de faire de la merde. J'aimerais me dire que je l'ai écouté aussi souvent que possible, en fait. C'est peut-être... J'imagine que c'est peut-être un des trucs que j'aurais bien envie d'avoir fait. C'est peut-être pas très axé vis-à-vis de la collectivité, peut-être plus vis-à-vis de moi, parce que du coup c'est un conflit avec ta propre conscience, mais au final ma propre conscience elle est un peu liée aux autres, quoi, quelque part, dans le sens où c'est eux qui vont quelque part continuer à vivre les conséquences de tes actions vis-à-vis d'eux. Genre, l'expérience qu'ils ont vécue avec toi, eux, ça continue à porter des fruits, si tu veux, pour eux. Et vu que j'aime bien quand les choses se passent bien, j'aime bien quand ça se passe bien pour les autres, j'aime bien quand ça se passe bien pour tout le monde. Idéalement, j'imagine que c'est le meilleur des trucs possibles à imaginer, quoi. Pour répondre très rapidement, du coup, de façon générale, pour la collectivité, tout ça, moi j'aimerais, comme tous les êtres humains, on a un sentiment, tu vois, la pyramide de Maslow, ceux qui voient, c'est les bons besoins fondamentaux, vitaux au milieu, ensuite on arrive en haut de la pyramide, il y a estime de soi, et apparemment il y aurait une version améliorée où au-dessus, encore plus, tout en haut de cette pyramide, il y aurait le besoin d'héritage, de laisser une trace sur la planète. Quand on veut, une fois qu'on a de quoi manger, qu'on est fier de soi, on a envie de laisser quelque chose qui nous perdure, qui dure plus longtemps, qui vive plus longtemps que nous. Une façon facile entre guillemets, bien connue de faire ça, c'est d'avoir des enfants. Généralement, ça te permet de laisser une trace de toi sur la planète et de laisser une preuve de ton passage. Et il y a différentes façons de faire ça. Il y en a qui construisent les plus gros business du monde, qui continueront de vivre quand eux, ils seront plus là. Beaucoup l'ont déjà fait. Il y a plein de façons comme ça de laisser sa trace. Et je pense que ça... Voilà, des pyramides, un livre, un film. Exactement. Et je pense que globalement, si je devais résumer très rapidement ce que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est laisser une trace plus grande que moi, qui puisse évidemment... Et c'est là que ça devient un cliché, mais qui puisse évidemment servir positivement à la collectivité. Et après, c'est facile à dire, forcément. Je vais pas dire je m'en bats les couilles de ce qui reste vu que je suis mort. C'est bien joli, mais c'est quand même vrai. Ça a beau être un cliché, c'est vrai. C'est évidemment que tu as envie de laisser quelque chose de positif. Tu as envie qu'on se souvienne de toi comme... tu préfères avoir ton nom dans un livre d'histoire comme le mec qui a... inventé le cinéma plutôt que celui qui a commis le plus gros génocide des 100 dernières années. On est d'accord ? Mais voilà, différentes façons. Effectivement, et sans aller forcément dans des gros projets comme avoir ton nom dans un livre d'histoire, simplement la trace que tu laisses dans la mémoire de ceux qui restent, donc de tes enfants, du reste de ta famille, là aussi tu laisses une empreinte. J'ai pris évidemment les exemples extrêmes, mais c'est toi qui décides comment... Et tout le monde peut le faire, ça tout le monde peut l'avoir. Enfin je vois, en vrai quand tu meurs quelque part tu... Enfin bref, peut-être qu'on peut lire les questions. Vas-y, continuons. Et bref, là, on va partir loin, sinon. Ouais, la dernière question, c'est juste qu'elle fait une petite référence à mes yeux fatigués à cause de la soirée d'hier soir. T'as envie peut-être d'en lire une, ou d'en lire une ou deux Ouais, j'en ai pris une petite. J'en avais une assez rapidement. Ouais, on peut parler un tout petit peu de sport, comme ça. Il y en avait une, c'était quelles sont les habitudes alimentaires à mettre en place lorsqu'on est débutant ? C'est connu. Bon, de manière générale, toutes ces questions... Je pense qu'on peut rester relativement général dans le sens où... ouvre un livre. Voilà. J'ai envie de dire. Ouvre un livre, c'est cool, mais ouvre un livre, va voir sur YouTube, tape ta question sur YouTube, l'information, elle est là. Il y a pas de... Souvent, tu sais, on me demande, tu sais quand tu fais des vidéos de nutrition ou autre, mais
je me sens pas de faire une vidéo nutrition parce que je vais pas pouvoir faire une vidéo nutrition qui va apporter plus que les autres vidéos nutrition qui existent déjà actuellement sur YouTube. Il y a... Alors je suis d'accord, la nutrition, il y a des côtés peut-être un peu obscurs de la nutrition, typiquement. Voilà, controversé aussi. Ouais, controversé, typiquement l'alimentation qui est purement végétale, l'alimentation qui est purement carnée, ou par exemple, moi je connais des témoignages de personnes qui avaient des maladies auto-immunes qui se sont mises à consommer que de la viande, et ces maladies, les symptômes de ces maladies, ils sont complètement disparus. Donc tu as un peu, et aussi, c'est un peu des zones obscures. Des arguments de tous les côtés. Qui sont valides. Mais pour le sport, écoute, tu tapes comment manger débutant sport, et tu vas trouver des trucs du style évite les sodas, mange tes légumes, mange tes brocolis, ton poulet si tu veux manger de la viande, ou alors des sources de protéines végétales, mais tu auras besoin de protéines, il te faut du fat, il te faut des lipides, il te faut une bonne balance d'oméga 3 par rapport aux oméga 6 et 9. Toutes ces informations, tu les as déjà sur YouTube. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de penser que... Il faut arrêter de chercher au bout d'un moment, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est très difficile quand on est débutant, qu'on veut faire bien, c'est que tu les connais, les réponses. Elles sont évidentes. Ouais. Tu sais très bien ce que tu devrais plus ou moins manger ou pas manger. Le plus important, c'est de t'y mettre. Tu vois, j'ai envie de dire, les habitudes alimentaires d'un débutant, partons du principe que tu t'entraînes correctement, que tu sais ce que tu fais. Ton alimentation, tu n'as pas besoin de la réfléchir beaucoup. Quand tu es débutant, tu peux manger à peu près sainement, et sainement c'est facile à savoir ce que ça veut dire, tu vas avoir plein de progrès. Si tu veux devenir un bodybuilder ou un athlète de très haut niveau, là forcément il va arriver un moment donné, il va falloir se plonger dans les détails. Mais 20% des trucs que tu peux penser à faire vont te donner 80% des résultats la plupart du temps. Et manger bien, tu vois, regardez des règles simples. Tu essaies de manger principalement des aliments dont la liste d'ingrédients n'est pas trop longue. C'est-à-dire des aliments non transformés, naturels, ce que tu veux, des animaux, des légumes, ce que tu veux. Quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas emballé dans 14 couches avec 15 000 additifs et trucs comme ça. C'est tout. Et ensuite, tu fais un petit peu attention à manger suffisamment de protéines, de choses comme ça. Tu auras d'énormes résultats. Et les 20% de résultats en plus que tu peux avoir en faisant super attention, ils n'en valent pas la dépense supplémentaire en énergie mentale. Surtout pas au début. Surtout pas au début. Parce qu'au début, en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport aux débutants, moi, je remarque qu'il y a tellement de gens qui se bloquent parce qu'ils veulent avoir le programme idéal parfait, le plan nutritionnel parfait. Et moi, je passais par là. Le premier coupable. et c'est pas qu'au niveau du sport, c'est au niveau de tout. J'ai envie de faire ça, mais j'ai surtout pas envie de me planter. J'ai surtout pas envie de faire des actions qui seront pas exactement dans la bonne direction. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi, tu es à un certain stade dans ta vie. Alors là, ceux qui écoutent ça en podcast, ils verront peut-être pas mes petits gestes à la caméra, mais tu as un certain stade dans ta vie et t'as un objectif, tu te dis ok, peut-être que ton objectif, on va prendre un exemple tout con, le mec il veut perdre du poids. Ok, je veux perdre du poids, donc mon objectif c'est la perte de poids. Commence par, avec l'information que tu trouves sur internet, appliquer cette information et tu vas te retrouver dans une position différente. Parce que tu seras une nouvelle personne, dans le sens où tu auras commencé à agir différemment et ces actions, elles t'auront amené à un autre endroit. Et à partir de ce nouvel endroit, tu auras une nouvelle perspective. Et de cette nouvelle perspective, il y aura deux choses qui vont changer. Premièrement, tu seras une nouvelle personne parce que tu as commencé à agir différemment, tu as commencé à implémenter des nouvelles habitudes alimentaires et du coup, tu seras peut-être un peu plus discipliné, tu seras peut-être prêt à faire un peu plus attention à ce que tu manges, tu vas comprendre des façons de t'organiser un peu mieux, du style avoir des Tupperware pour préparer tes repas pendant la semaine. Je sais pas si tu fais encore ça, toi. Je fais plus, ça fait longtemps que je compte moins. Je compte seulement quand je m'amuse à sécher pour l'été. Et si je sèche, c'est même plus vraiment pour moi, c'est plus pour le côté business, image de moi-même et mon image égale mon business ou quoi. Mais moins. Je suis beaucoup plus libre. Ok, moi je continue à faire ça parce que pour des questions de temps, en fait, c'est pratique aussi, c'est surtout pratique et parce que je vis et je travaille chez moi, donc j'ai pas besoin, tu vois. Ouais, certainement. J'ai ma cuisine. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est. Mais du coup, le point où je voulais en venir, c'est que si tu te bloques dès le début, ça sert à rien. En fait, vaut mieux commencer, quitte à prendre une direction qui est un peu moins bonne, quitte à avoir un plan alimentaire où tu fais 2-3 bêtises parce que, j'en sais rien, tu mets du ketchup dans tes pâtes en te disant que c'est des tomates. C'est un exemple valide. Tu vois, genre... tu peux pas savoir. Avant de savoir, tu peux pas savoir. Donc, quitte à faire une bêtise, au moins, tu vas faire cette bêtise pendant un certain temps, tu vas acquérir des connaissances, tu auras une nouvelle perspective et ensuite... Et en fait, tu vois, tu vas pas avoir une progression linéaire, toute droite, en ligne droite via ton objectif, mais au moins, tu vas un peu tituber, et c'est ce zigzagement, quelque part, ce parcours pas rectiligne, qui va
faire partie de ton expérience, qui va t'en apprendre beaucoup plus sur toi-même, et t'as besoin d'expérimenter. Des fois, t'as besoin de te cogner la tête contre un mur pour comprendre que c'était pas la bonne solution, et que c'est pas drôle de se taper la tête ou de caresser un mur avec ta tête. T'as besoin de faire ça. Et en gros, commence peut-être par les petites choses qui sont des valeurs sûres, comme t'as dit, tu vois, genre le 80%. Mange des fruits et des légumes, tu le sais, on n'a pas besoin de te le dire, tu le sais. Bois de l'eau. Bois pas de coca, bois pas de boissons sucrées, limite les sucres ajoutés dans ce que tu manges. Mais oui, mais alors est-ce que je dois éviter les fruits parce qu'il y a du sucre dedans? On s'en fout, les fruits c'est bon, c'est pas la bonne question. Est-ce que je dois faire 6 séries de 8 pompes ou c'est mieux si je fais 4 séries de 12 pompes? Exactement. Mec, ça. Fais tes pompes. Voilà. Fais tes pompes. Ta gueule et pompe. Non mais c'est juste ça, je te jure. Mais en fait, moi, la raison pour laquelle ça me prend à cœur, c'est que j'étais pareil. Ouais, mais bien sûr, mais pendant tellement longtemps. Je m'y vois, tu vois, on en a parlé dans le premier épisode que quand j'ai commencé à faire des vidéos ou quoi, ça faisait genre 9 ans que je m'entraînais. J'ai un niveau pourri pour dire que j'ai 9 ans d'entraînement. Quand tu dis, le mec, ça fait 9 ans qu'il s'entraîne, tu attends à voir musclor ou alors à voir champion du monde, quelque part. Mais c'est parce que j'ai passé 5 ans à faire de la merde. 5 ans, je me suis entraîné, je faisais toujours les mêmes poids. Je comprenais pas, parce qu'on m'a pas expliqué, en fait, que si tu montes pas le poids sur la barre, bah ton corps, il devient super fort pour faire ce poids-là, mais il va jamais s'adapter de façon au-delà de ça, parce qu'il a pas d'intérêt. Tu romps pas l'homéostasie ou le status quo, tu le romps pas, si tu fais toujours la même chose, bah il y a pas de changement. Voilà, on en revient à Einstein et son machin là. Donc bien sûr, il faut quand même, se lancer, oui, mais pas se lancer quand même, essayer d'aller voir l'information pertinente et essayer de... Et elle est pas dure à trouver, l'information. Elle est pas dure à trouver. Il y a plein de youtubeurs qui te balancent une information très pertinente. Moi, je peux citer Jean-Honche le Musclé, qui envoie au niveau de l'alimentation. Le mec est vraiment calé. Lui, il peut te donner des très bons conseils de nutrition. Il y a Eric Flag, putain. Ah ouais, putain, Eric Flag, il fait des vidéos de nutrition. Bah ouais, il y a Eric Flag qui fait des vidéos de nutrition. Au niveau des entraînements pour tout ce qui est street workout, t'as une très bonne chaîne allemande qui s'appelle Calisthenics Movement, qui fait des très très bonnes vidéos détaillées. T'as Eric Flag aussi qui fait des vidéos pour les entraînements. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de se creuser la tête pendant 1 milliard d'années. Il faut y aller. Est-ce que si je fais 51 pompes, ça va être trop grave? Enfin, est-ce que je dois en faire 50 ou 51? Tu fais une pompe de plus, c'est comme ça que tu vas progresser. Mais on adore les êtres humains, nous, tergiverser sur ce genre de choses, surtout avant de se lancer. Surtout si ça te permet de t'éviter de commencer. Voilà, c'est exactement ça, la belle sensation de productivité. Genre, t'as regardé une vidéo sur comment tenir sur les mains. T'as l'impression que t'as bien bossé pour la journée sur comment tenir sur les mains. C'est bon, j'ai été productif, j'ai fait ça. Et au final, tu finis par ressembler à ton prof de gym qui pèse 80 kg pour 1m60, qui connaît toute la théorie, mais qui, au final, Mais on n'a rien contre les profs de gym. Ouais, non, on n'a rien du tout contre les profs de gym. C'est cool d'ailleurs. Super. Tu veux enchaîner? J'espère qu'on a pu répondre un petit peu à cette question et que ça a pu... La procrastination, je suis en plein dedans. La procrastination. Ouais, t'aimes la procrastination. C'est un sujet intéressant. La procrastination, c'est... procrastination, définition... Toujours remettre au lendemain quelque chose qu'on sait qu'on devrait faire aujourd'hui. J'ai 2 trucs à dire dessus, peut-être. Le premier, c'est que il faut... C'est intéressant et c'est surtout juste de voir ton cerveau comme un ordinateur, des fois. Dans le sens où toutes les choses que tu sais que tu devrais faire, même si tu les fais pas, elles restent quelque part dans un coin de ta tête et ça te coûte de l'énergie mentale. Et ça ralentit, c'est comme la RAM de ton ordi, genre ça va ralentir ta machine interne. Imagine, tu as une série de factures que tu dois payer ou alors tu as une lettre que tu dois écrire parce que tu t'es pris une amende dans le train et tu as envie d'écrire une lettre à la SNCF ou au CFF en Suisse pour essayer de faire sauter ton amende. Je parle de ça parce que j'ai souvent évidemment, fait ça on se doute que ça vient pas de nulle part. Si tu sais que ce truc-là, tu dois le faire, mais que tu le fais pas, en fait, il va y avoir plusieurs moments dans ta journée, ou peut-être c'est une fois par jour, ou une fois tous les 2 jours, où tu vas y penser, et tu vas pas le faire. Et en fait, tous ces moments où tu vas y penser, ça te pompe de l'énergie. Et de toute façon, tu dois le faire. Donc si de toute façon, tu dois le faire, fatigue-toi pas, prends l'habitude de directement faire le truc. La procrastination, c'est hyper destructeur d'un point de vue productivité, parce que tu te fatigues, tu t'encombres le cerveau de choses que tu sais que tu devrais faire à un moment donné ou à un autre. Et à côté de ça... j'ai l'impression, en fait, moi personnellement, si je me mets à procrastiner les trucs, je me sens mal vis-à-vis de moi-même. Parce que je me sens con. C'est ça le problème. Je me sens débile, en vrai. Je me sens très mal quand je m'observe procrastiner et que ensuite je m'observe continuer de procrastiner alors que je m'étais déjà observé avant, tu vois. Et ça, c'est pénible. Et après, en termes de tactique, comment vaincre la procrastination, il y en a qui mettent en avant une méthode qui est intéressante, j'ai déjà essayé, qui marche assez bien. Après, ça marche mieux que certaines personnes. Un truc du style méthode des 3 secondes ou des 5 secondes. C'est-à-dire, quand tu sais que tu vas faire quelque chose, tu as 3 secondes
pour t'y mettre. Ouais. Et c'est tout. Ouais. T'as pas le droit de prendre plus que 3 secondes Ouais. pour... Oh putain, la vaisselle de hier soir a fini. Go, Tu vas la ouais. faire direct parce que tu perds du temps, de l'énergie à Et elle dire va te faire, oui, et non, cette vaisselle, elle va pas à disparaître. toute seule. rationaliser le fait que tu peux la faire tremper 4 heures parce que ça sera plus rapide de la nettoyer derrière. Non, Mais ça tu sais sera que pas j'ai- plus j'ai- rapide. J'ai eu une discussion comme ça avec un de mes colocataires quand Ouais. j'étais à l'université de Lausanne, Ouais. justement par rapport à la vaisselle, parce que classique. bon, les colocations, c'est voilà, classique, la vaisselle. Classique. T'en as toujours un qui a une conception de la propreté différente que l'autre. Et du coup, forcément, t'en as un qui va être plus sensible à la saleté. Et le mec le plus sensible à la saleté dans une coloc, c'est celui qui finit par toujours faire le nettoyage parce que il en peut plus avant les autres. Mhm. Et en fait, c'était mon cas. Tu vois, genre, j'aime bien quand les choses sont propres. Et surtout la vaisselle. Enfin, la vaisselle, c'est l'exemple le plus flagrant de procrastination. Je pense que tous ceux qui vivent seuls, ou alors qui vivent chez leurs parents, qui font la vaisselle, bref, tous ceux qui ont fait la vaisselle une fois dans leur vie savent que c'est plus facile de faire la vaisselle quand l'aliment n'a pas encore séché sur les assiettes ou au fond de la casserole que plus loin. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que t'attends de faire ta vaisselle, ça va non seulement te pomper de l'énergie de réfléchir à chaque fois, il faut que je fasse la vaisselle, pardon, j'ai de la peine à parler. Mhm. Mais en plus de ça, ce sera plus dur au moment où tu la feras. T'as une facture à payer, tu reçois ta facture à la maison. T'attends, tu la laisses sur le coin de ta table. À chaque fois que tu la vois sur ton bureau, ça te fait chier de la voir. Et au bout d'un moment, tu reçois un deuxième papier. Et c'est quoi ce papier ? C'est la même facture avec 20 balles de frais de rappel. Mhm. Les problèmes, ils disparaissent pas. Et ils ont tendance à devenir À faire plus des grands. petits. Ils grandissent, ils font des bébés. Et dès que tu as un truc que tu sais que tu vas devoir affronter à un moment donné ou à un autre, va l'affronter tant qu'il est encore petit. Fais ta vaisselle tant qu'elle est encore fraîche. Tant que Mhm. tu peux encore décoller la sauce tomate de ta casserole Ouais. sans devoir gratter comme un acharné. Enfin, c'est horrible la procrastination. Hein. Ouais. C'est terrible. Je comprends pas comment tu... Parce que moi aussi, je procrastine. Enfin, on On donne des conseils, mais c'est de la procrastine théorie. tous, Hein, on a c'est tous, pour ça que c'est pas toujours facile de donner des conseils Ouais. quand tu te sens pas complètement légitime à ce propos. Mhm. Il faut croire qu'on nous donne une certaine crédibilité vu qu'on nous pose cette question, mais ça n'empêche que après au final la procrastination, vaincre la procrastination, c'est une action en soi, c'est un muscle, tu vois. Pour vaincre la procrastination, tu engages un muscle, soit un muscle cérébral ou de discipline à chaque fois. Plus tu l'engages, plus tu le renforces, Hyper important. plus ouais. ça devient facile. Et si tu arrives à te rendre compte que systématiquement tu laisses traîner ta vaisselle, tu laisses traîner ces factures, Mhm. si tu prends la décision, là maintenant, tu vois, et c'est pas toujours facile de se poser ces questions, même là maintenant, je te donne l'autorisation, l'obligation de te souvenir de ce que je vais dire maintenant, ce qui est que la prochaine fois que tu t'observes repousser quelque chose, tu te dis ah putain, je me souviens du podcast entre Elio et Eric où il disait que je devais le faire tout de suite. Et là tu vas penser à nous et tu vas le faire tout de suite et tu vas t'observer après l'avoir fait tout de suite. Tu vas dire putain, c'est pas si mal, peut-être ça vaut la peine d'essayer de le faire une deuxième fois, et tu vas prendre un petit peu d'élan comme Et ça. ce qui va se passer à chaque fois que tu vas le faire, c'est que le circuit que tu vas employer, le circuit neuronal que tu vas employer de faire la vaisselle directement après, tu vas le renforcer. Et en fait, à chaque fois que tu pratiques quelque chose, moi on en parlait dans le premier épisode, à chaque fois que tu pratiques quelque chose, tu rends ce truc un petit peu plus fort. Donc si tu as procrastiné pendant 25 ans, tu as ton petit circuit procrastination dans ton cerveau qui est marqué genre bien violemment, tu vois, c'est ancré, c'est tatoué. C'est tatoué dans ton Presque. cerveau. Mais à partir du moment où tu vas commencer à, comme tu dis, justement, dire ok, vas-y, Entraîner change ce d'habitude, muscle. tu entraînes ce muscle, Ce nouveau chemin neuronal de réflexion, tu vas le rendre plus fort. ça me fait penser à ta vidéo, tu sais, où tu Avec parlais la de ça. neige. Avec la neige, Ouais, ouais. où tu creuses et tout. C'est exactement ça. Et Ouais. c'est exactement ça. Donc, procrastination. Entraîne le muscle qui combat la procrastination, c'est le même pour chaque tâche. C'est pas parce que on parle de vaisselle, de facture ou de sport, c'est la même chose. Tu t'y mets tout de suite et plus tu le fais, plus c'est facile. Donc commence, la motivation va venir, les progrès vont venir, ça sera plus facile à chaque fois. Question suivante. Comment est-ce qu'on affronte, enfin, pas ensemble, hein, mais genre, comment est-ce qu'on affronte les difficultés du quotidien au niveau du mindset? Alors bon, je sais, c'est un peu vague comme question. Ouais, les difficultés du quotidien. Bon, on peut, j'imagine, essayer d'en définir une. Tu les prends comme elles viennent et tu fais preuve de pragmatisme, Ouais. en gros. T'évites de réagir de manière émotionnelle, c'est-à-dire que tu vois le truc arriver Mhm. et tu te dis Ouais, quelle est la justement. meilleure manière de réagir, et en fonction de tes capacités mentales, tu trouves la meilleure solution et tu l'appliques. Mhm. On revient un petit peu à ce qu'on avait dit un petit peu avant. Moi, quand je me prends une difficulté du quotidien, j'ai plutôt tendance à... Effectivement, comme tu l'as dit, ça me fait penser au fait que je préfère me responsabiliser vis-à-vis de cette difficulté, peu importe d'où elle vient. Et à partir du moment où je me responsabilise, ensuite, ça, c'est propre à moi. Mais j'essaie effectivement d'enlever au maximum les émotions là-dedans et de me dire, je suis
c'est plus facile à comprendre si je le dis comme ça se passe pas exactement comme ça, mais je suis le robot ultime de la productivité. Quelle est la marche à suivre de A plus B égale C qui va me permettre de vaincre un petit peu cette difficulté? Et normalement, ça t'apporte des bonnes pistes à suivre. Après, je me suis aussi rendu compte, en utilisant un petit peu cette façon de penser, que ça marche pas toujours. Typiquement, j'ai eu quelques problèmes avec cette façon de penser où je me responsabilise entièrement. C'est que c'est dans ma relation avec les autres, quand quelqu'un me raconte ses problèmes et qu'il prend le rôle de la victime quand il me raconte ça, j'ai du mal à être empathique. Parfois, maintenant je fais très attention, notamment, j'ai déjà remarqué ça avec mes relations sentimentales avec des copines ou avec mes meilleurs amis, où on m'a déjà reproché, quand je leur dis ce que je pense vraiment, on me dit ah oui mais moi tu sais moi je suis pas un robot, du coup tu peux pas me donner cette réponse, ça marche pas. Et je me suis déjà rendu compte de ça, et ça c'est un truc sur lequel je travaille parce que j'ai bien entraîné cette façon de penser. Mais il faut pas oublier que tout le monde ne pense pas comme toi, que les personnes réfléchissent différemment, que les émotions entrent en jeu quoi qu'on en veuille. Peu importe à quel point toi tu as l'impression de pouvoir sortir les émotions de la chose, à partir du moment où ça implique un autre être humain qui n'est pas toi, il faut aussi prendre en compte sa façon à lui de voir les choses et la respecter et te mettre dans sa réalité quand notamment il vient te poser des questions. Donc typiquement, je me souviens que c'était un de mes meilleurs potes qui me disait ouais, le seul problème avec mon nouveau job c'est qu'il n'y a pas de flexibilité, tu vois, je peux pas vraiment genre venir à 9h au lieu de 8h. Je me dis bon bah aucun. Tu vois, ma réponse hyper brute, hyper méchante comme ça, parce qu'elle peut être prise comme méchante, c'est ce que je pourrais penser, mais que je ne dis pas exactement comme ça quand même, c'est bah, on s'en fout, tu peux pas changer ça. Du coup, pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est quoi le problème là-dedans? Si tu reconnais toi-même que tu n'as aucun pouvoir là-dessus, pourquoi est-ce qu'on en parle? Mais voilà, dans les relations avec les êtres humains, il faut surtout pas parler comme ça. Et ça, je l'ai appris avec mes expériences aussi. Donc, oh putain, tu parles, moi aussi je. Ah mec, c'est compliqué, hein. Personne n'a la réponse à tout, certainement pas nous, mais tu vois, les expériences forgent. C'est grâce à ces expériences avec d'autres personnes que je me rends compte, quand quelqu'un vient me raconter ses soucis, il veut pas que je lui dise qu'il peut rien faire. Il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est du réconfort, c'est être écouté. J'essaie de pas trop valider les gens quand vraiment ils se posent en victime et que je suis pas vraiment d'accord. Je leur dis ce que je pense. Surtout que ceux qui viennent me dire ça, c'est mes amis proches. Hein. Les autres, ils viennent pas me parler de ça. Donc évidemment que ils cherchent pas la même chose. Enfin bref, quand les difficultés du quotidien arrivent dans ta gueule, qu'est-ce que tu fais, Elio? Quand les difficultés du quotidien arrivent dans ma gueule, je fais preuve de pragmatisme. Bah, je me mets. Bah, en fait, c'est marrant parce que je réagis plus ou moins comme toi. Et puis aussi vis-à-vis de mes relations avec les autres, j'avais tendance à. Surtout vis-à-vis de ma famille. Enfin, plus une personne a tendance à compter pour moi, plus je vais me montrer. Brut. Ouais, parce que je vais me dire. En fait, ça va m'agacer. Je vais me dire, mais putain, ce serait tellement mieux pour toi si tu faisais la bonne chose la bonne chose à faire pour toi, si tu veux. Et ça, c'est de nouveau très marrant parce que souvent, on est meilleur pour conseiller les autres. Parce que moi-même, enfin voilà, là, j'étais en train de penser, j'ai ma déclaration d'impôt que je suis censé vous remplir pour mi-mars. On est quoi? On est le jour je l'ai fait il y a pas 8, 9, un truc comme ça. Et ça fait quoi? Ça fait un petit mois que je l'ai reçu. Je l'ai fait il y a pas longtemps et ça m'a pris 2-3 semaines avant de la faire, clairement. Et où ça me restait dans la tête. Ouais. Et ben là, elle est dans ma tête, je peux te dire. Donc, c'est toujours beaucoup plus simple d'expliquer aux autres ce qu'ils devraient faire, mais au final, c'est à ton niveau, à toi, que tu dois faire le truc. Donc, c'est... Ouais, compliqué, mais... mais j'espère qu'on a pu apporter un tout petit peu de piste de réflexion vis-à-vis de ça, pour une question aussi générale. J'ai une petite question un petit peu plus qu'on pourrait toucher, parce que plusieurs personnes m'ont parlé de ça. Je vais prendre cette question comme exemple. Peut-on être végétarien et avoir le corps d'un carnivore? J'ai reçu pas mal de questions où on nous demande de parler un petit peu d'alimentation, qui touche plutôt aux convictions, je suppose, végétarisme, choses comme ça. Pour répondre à cette question, droit au but, oui, tu peux être végétarien et avoir le corps d'un carnivore. En tout cas, je le crois, parce que là, on touche aux préférences alimentaires, et selon moi, les préférences alimentaires, ça touche pas mal aux croyances personnelles. Et du coup, je crois que oui, quand on est végétarien, on peut avoir le corps d'un carnivore. Mais c'est ma croyance à moi. Du coup, ça vaut ce que ça vaut. Tu en as peut-être une différente. Monsieur qui a guéri de sa maladie en mangeant que de la viande, en a peut-être une autre. C'est difficile de parler de ça. Et parce que ça touche, selon moi, les croyances. Et les croyances, c'est délicat. C'est délicat. C'est quelque chose... Moi, si je... Ouais, on parle de corps, on parle d'apparence physique, de construction musculaire, ou bien on parle de santé? Là, je pense qu'il parlait plutôt J'imagine qu'il parle, ouais. Bah, alors, la question, elle peut être...
Je suis d'accord avec toi au final. Genre, Si à tu penses partir que du moment oui, où tu as du supplément, à partir du moment où tu peux te supplémenter dans. Parce que je crois la B12, si je dis pas de bêtises, tu la trouves pas ou pas suffisamment en tout cas, je sais si pas. t'es végétalien, tu vas avoir un mal fou. Et c'est bien pour ça que le truc à supplémenter si tu es végétalien, c'est la vitamine B12. Si t'es végétarien, avec les produits laitiers, les œufs, tout ça, tu peux trouver des trucs. Et la vitamine B12, on peut la trouver sur MyProtein avec nos codes de réduction qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Ah là là, il nous place le placement de produit là, pile au bon moment. Évidemment. Et il faut bien payer il faut bien que le sponsor soit content aussi. Hein. Ouais, on a pété un micro en début de podcast, va falloir remplacer le pied, quoi. Ouais. Bah, tout ça pour dire que si tu penses que c'est possible, je pense que tu vas arriver à ta satisfaction. Même si ton point de satisfaction ne serait pas le même que celui de quelqu'un d'autre qui pense que ce n'est pas possible, du coup. Oui, non, tu as la même réponse que moi, elle est tout aussi bonne que la mienne. Moi, je pense que oui, et si je choisis de manger de la façon que je mange, c'est-à-dire je mange pas de viande depuis un moment, depuis plus d'1 an, c'est parce que j'ai envie, c'est parce que j'y crois et que ça me plaît. Et étant donné que c'est mes croyances et que je suis à fond dans cette idée que mes croyances sont différentes de celles des autres, je n'ai aucun intérêt personnel à te donner envie à toi ou à quelqu'un d'autre de manger comme moi. Ça n'a aucun sens de dire manger végétarien, c'est mieux. Ouais. Pour moi, ça veut rien dire. C'est pour ça que je me permets pas de dire ça. C'est pour ça que je suis peut-être végétarien depuis 1 an. J'ai pas fait 15 000 vidéos sur ma chaîne en mode végétarien, c'est beaucoup mieux, tu devrais faire pareil pour l'environnement. Est-ce que tu n'as pas des problèmes de conscience avec ta consommation actuelle? Tu fais ce que tu veux, selon moi, c'est toi qui vis dans ton monde, tu crois ça, tu justifies ça comme tu veux. Et c'est pour ça que je répondrai comme ça. En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être un dénominateur commun que je vois chez plein de personnes qui réussissent. Ce qu'elles font, c'est qu'elles ont tendance, en fait, à régler les problèmes qu'elles ont elles-mêmes dans leur vie avant d'aller essayer de régler les problèmes des autres. Souvent comme ça. Souvent, quand tu te dis, ok, bon, bah voilà, moi j'ai peut-être un problème de conscience vis-à-vis de ma consommation de viande, ou alors j'ai peut-être ce truc qui va pas bien dans ma relation avec telle ou telle personne, je vais d'abord aller essayer de régler la merde que j'ai dans ma vie avant d'essayer d'aller remettre en question pourquoi tu manges de la viande, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu vois, ce genre de truc. Ouais. Je sais que du coup je vais peut-être faire un petit crochet par là parce qu'on m'a posé plein de fois la question en parlant de véganisme, parce qu'en début d'année, enfin à partir du 31 décembre 2019, donc le 1er janvier, je me suis réveillé et je me suis dit tu sais quoi, en fait ça fait un moment que j'entends parler de véganisme. J'avais vu le documentaire en fin d'année Game Changers sur Netflix, et en fait j'étais commencé à en fait ça m'agaçait de pas avoir de réponse juste, si tu veux. En fait, parce que tu avais des arguments qui se valaient dans les deux camps. Oui, alors ça c'est mieux, c'est possible, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire ma propre expérience. Donc, je vais le tenter et je vais arrêter de consommer de la viande. Et j'ai du coup arrêté de consommer de la viande pendant tout le mois de janvier. J'ai mangé une fois du poulet, je crois à la mi-janvier, parce qu'on était invités chez des gens et c'était des Brésiliennes qui avaient cuisiné une grand-maman et une tante qui avaient cuisiné un truc, ça sentait trop bon. Enfin bref, j'ai mangé du poulet. Contrairement à toi, parce que toi, je sais que quand t'avais fait ton mois, c'était 30 jours, non? Quand j'ai commencé. T'avais mangé un peu de poulet, ça t'avait fait bizarre. Ouais, ça m'a fait bizarre. Moi, j'avais mangé du poulet. Alors, toi, c'était par accident. Moi, c'était par accident. Tu t'étais retrouvé dans ma bouche sans que je le sache, en fait. Voilà, alors moi, j'avais décidé, ça m'avait pas fait bizarre, j'avais trouvé ça méga bon. Et ensuite, le mois, c'est bon le poulet. On a attaqué surtout avec la peau. On a attaqué le mois de février, et de là, je vivais avec ma copine qui, elle, mangeait pas mal de viande. Enfin, mon ex-copine, du coup, qui mangeait pas mal de viande. Et une fois, on a mangé des burgers, je crois. J'étais en train de rentrer. J'ai dit, on se cuisine un truc et tout. Faire des burgers. Elle avait pas vraiment elle m'encourageait pas vraiment dans la démarche, tu vois. Des fois, elle était limite à essayer de me tenter. Elle était là, tu voudrais pas manger ça? Ouais, mais tu sais, t'es pas obligé de partir dans un extrême comme ça et tout. Et je balance pas la faute sur elle, évidemment, mais du coup, c'est moi qui ai pris la décision de cette fois-ci manger des burgers. On a mangé des burgers, et puis je crois que c'était il y a 2 semaines, sauf erreur. Ouais, il y a 2 semaines, fin février, que j'ai acheté de la viande bio. J'ai acheté du poulet bio à la Migros, et je me suis fait des Tupperware avec du poulet bio. Mais il y a 2 choses en fait que j'ai pu changer en fait vis-à-vis de cette expérience. Donc au final, maintenant, je suis plus vegan, si tu veux mettre une étiquette. Peut-être que ça me gênait un petit peu aussi le fait d'avoir une étiquette. Genre sincèrement, ça me gênait un petit peu parce que je sais pas pourquoi ça devrait me gêner au final. C'est pour ça que quand j'ai commencé à en parler, parce que je me sens un petit peu comme toi, quand j'ai commencé à parler, moi, ma définition de ce que je fais, c'est juste, j'ai pas envie de manger de viande. Je crois pas, j'ai pas envie de manger de viande. Je ne suis pas végétarien ou quoi. Vas-y, continue. En fait, moi, j'avais pas envie de
Si à un moment donné j'avais envie de manger de la viande, parce que genre j'ai un pote qui habite à Vevey, dans lequel on allait de temps en temps dans un resto chinois, qu'on adorait les deux, et on mangeait à chaque fois du poulet Szechuan et de l'agneau sauté au poireau. Et en gros, genre, on allait peut-être une fois tous les 2 mois là-bas, et on avait un peu ce rituel, et à chaque fois on discutait, on avait des jolies discussions avec ce gars. Mathieu, bonjour. D'ailleurs, il va venir sur le podcast un de ces jours, très certainement. Et en fait, je me suis dit, parce qu'en fait, il m'a invité, on s'est dit, on devrait retourner manger là-bas. Et je me suis senti, en fait, ça m'a fait chier de devoir me dire, ouais, bon, je vais manger de la viande parce que c'est une exception et tout. Et en fait, cette démarche, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, tu vois. Ouais. Donc ça, c'était un truc qui m'a un peu dérangé. Maintenant, il y a 2 choses super cool que j'ai retirées de ce mois, quasi mois, vu que j'ai mangé une fois du poulet en janvier, mais de ce janvier complètement vegan. Et du reste, c'est premièrement, je mange beaucoup de haricots maintenant, et quand je faisais des Tupperware avant, je mettais facilement 150-200 grammes de viande. Maintenant, je mets 100, voire moins de 100 grammes de viande, et le reste, je complète avec des haricots. Donc ça, à ce niveau-là, ça me coûte moins cher, et ça me gêne moins, en fait, de ne pas avoir de viande. Dans ma famille, chez mes parents, régulièrement, il y a des repas sans viande. Et je me souviens qu'avant, quand je faisais du sport et que j'étais vraiment focalisé sur les protes, et il faut avoir de la viande, il faut du poulet, j'allais manger, et puis on mangeait un truc, il n'y avait pas de viande, et j'étais un peu frustré, et des fois j'en disais, est-ce que je peux aller me servir d'une boîte de thon, ou aller chercher un truc pour avoir mes protes. Et j'ai été manger depuis, toutes ces dernières fois, quand j'ai été manger chez mes parents, il n'y avait pas de viande, même si j'avais mangé du poulet. C'était tellement une libération, genre ça me venait même pas à l'esprit, et puis en fait, en réfléchissant de temps en temps, parce que les gens ils m'écrivaient sur Instagram, ils me disaient, est-ce que tu as recommencé à manger de la viande? J'ai dit non, et du coup je réfléchissais, et je disais, mais en fait c'est marrant, mais je me prends plus trop la tête avec ça. Et ça c'est cool, c'est une libération. C'est le but justement, à mon avis, ce que tu décris, c'est l'état dans lequel, en tout cas moi, je parle pour moi, j'ai envie de me trouver. J'ai pas envie de me trouver dans un état où j'ai quelconque pensée à avoir vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça qu'au final, se coller une étiquette, c'est souvent, ça complique un petit peu les choses. Parce que, notamment si tu te dis, bon, il faut que je me range quelque part quand même, mais il n'y a aucune catégorie qui me va. Du coup, j'en choisis une par défaut et je vais tomber dans des situations où le pote m'invite, j'ai quand même envie de manger ça me saoule, du coup, c'est un problème. C'est pour ça que j'ai pas envie de dire je suis végétarien, que selon moi, ça n'a pas de sens. Et parce que quand je vais au restaurant, je mange du poisson régulièrement parce que ça me fait plaisir. Quand je mange au resto, j'ai envie de manger du poisson. Et c'est aussi partie de l'idée que souvent j'allais au resto et je pouvais rien bouffer du tout, notamment dans certaines cultures ou quoi, parce qu'il y a du poisson ou de la viande partout. Du coup, je mange du poisson, j'ai aucun problème avec ça. Après, on va me dire, hey, t'es pas végétarien si tu manges du poisson. Mais non, je suis pas végétarien. Bien vu, c'est une très belle observation. Ouais. J'ai juste pas envie de manger de la viande le temps normal. Que tu le fasses, pour moi, il y a zéro jugement. Tu vois, je m'en fous. Toi, tu manges du poulet bio, pas bio, premier prix, truc qui traîne dans l'évier depuis 2 semaines, je m'en fous. C'est toi qui décides ce que tu manges. Et je pars du principe que moi, j'essaie d'être en paix avec ma conscience. Et que toi, tu fais probablement la même chose. Que ce soit le cas ou pas, je te laisse t'occuper de ça. C'est toi qui es dans ta tête, tu fais que ça comme tu veux. Par contre, maintenant que j'y pense, du coup, tu m'as fait penser quand tu donnais cet exemple de toi au resto et puis de la personne en face de toi qui va dire « Ah, mais t'es pas vraiment végétarien ». Il y a un type de comportement sur lequel j'ai envie de taper un petit coup. C'est les gens qui sont... je sais pas comment tu veux appeler ça, mais des gens qui aiment pas les gens qui ne mangent pas de viande. Ouais. Genre... Alors, ça, pour moi, c'est un... Ouais, mais les véganes, ils essayent toujours d'imposer leur vision. Franchement, trouver des véganes aujourd'hui qui vont essayer de t'imposer leur truc, c'est difficile. Les activistes, genre ces gens qui ont tendance à essayer de vouloir changer les choses à grande échelle, ça existe, et ils ont tendance à faire beaucoup de bruit, mais c'est une infime minorité. Et en fait, te proclamer anti-vegan ou ce genre de truc, pour moi, j'ai toujours, depuis très petit, parce que depuis très petit, j'ai toujours été sensible à la cause animale, j'ai toujours adoré les animaux. Je me souviens, quand j'étais petit, je devais avoir 13-14 ans, j'étais très sensible à l'écologie et aux animaux. Et quand je voyais des gens qui portaient de la fourrure, ça me rendait malade. Maintenant encore, j'aime pas ça. Genre, je vois pas l'intérêt de porter de la fourrure. Parce qu'en fait, j'avais vu des vidéos, ces vidéos que tu vois dans les fermes à fourrure, que ce soit en Chine ou en Russie. Et ça m'avait profondément choqué. Et je ne comprenais pas comment est-ce que tu pouvais faire preuve d'un manque de compassion qui te permettait de porter un truc pareil sans te détester toi-même, si tu veux. Et c'était vraiment quelque chose qui me... bref, je détestais ce truc. Ensuite, par rapport aux véganes, du coup, c'était peut-être un reste de ce respect quelque part pour les gens qui, au final,
font un effort, font quelque part un espèce de sacrifice, parce que moi je sais qu'il y a plein de gens qui aiment la viande, mais qui par conscience vis-à-vis des animaux ou de la planète, vont faire l'effort de ne pas manger de la viande. D'en manger moins. Ou d'en manger moins. Et moi j'avais cette métaphore avec laquelle j'avais décrit ce truc, je crois que j'en parlais avec Maël, où je disais, c'est comme si tu étais sur un bateau, parce qu'on sait que d'un point de vue écologique, la consommation de viande, c'est catastrophique. Genre, pour produire 1 kilo de viande, le bœuf, en tout cas, il faut, le bœuf par exemple, pour produire 1 kilo de bœuf, il faut une quantité, plusieurs milliers de litres d'eau, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, parce qu'en gros, il faut l'eau pour 1 kilo de bœuf, c'est je sais plus combien de dizaines de milliers de litres d'eau, etc. Ouais, etc. Alors et de nourriture. Parce qu'en fait, il faut l'eau pour faire pousser le soja, et il faut ensuite, du coup, tu donnes d'un point de vue. Le blé ou les graines, quoi. Tu vas dépenser X kilos de nourriture pour produire 1 kilo de nourriture, tu vois, si tu le vois comme ça. Ouais. Du coup, en gros, plutôt que de produire 1 kilo de bœuf au final et de nourrir avec 1 kilo de bœuf, une personne pendant 3-4 jours, tu pourrais, si tu évitais de donner à manger tout le soja et tout le blé à ce bœuf-là, distribuer ce soja et ce blé à des gens. Et bon, après, est-ce que le soja et le blé, c'est des choses qui sont bonnes pour nous? Je ne sais pas. Voilà, c'est autre chose. Mais du coup, d'un point de vue écologique, c'est vraiment pas top. Du coup, tu dois raser des forêts pour avoir encore plus de surface pour planter du soja. Et surtout en Amérique du Sud, c'est un truc qui est en train de se passer. Et c'est là que les anti-véganes vont te dire « Ah, mais vos cultures de soja, etc., elles ruinent le sol, elles rendent les terres infertiles. Manger des amandes, ça coûte beaucoup, beaucoup d'eau, etc. etc. » Oui, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que selon moi, on en revient assez vite à sa propre croyance. Ouais. C'est pour ça que selon moi, il n'y a pas d'intérêt à débattre là-dessus. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas de débattre dans les commentaires de si vegan c'est bien, pas vegan c'est mieux. Mais je pense que même ça m'intéresse pas de parler de ça. Ok, peut-être on peut du coup gentiment passer à un autre sujet. Non, mais je trouve ça intéressant parce qu'on m'en parle. Ouais, moi aussi on m'en parle souvent et d'ailleurs j'en parle pas parce que. Et tu étais reparti sur le fait des gens qui pointent un peu du doigt. Ouais, parce que du coup pour moi, genre quand je vois quelqu'un qui aime la viande, du coup genre il renonce à un plaisir instantané, c'est-à-dire il renonce à son steak par conscience écologique ou par conscience de la cruauté qui est infligée envers les animaux. Moi je vois ça comme un type qui est sur un bateau avec plein d'autres gens et le bateau est en train de couler. On peut voir le bateau comme la terre, comme l'environnement, ou le bateau est en train de couler, et le mec décide, écoute, le bateau il coule, du coup, je vais faire mon sacrifice personnel, je vais balancer mes affaires par-dessus bord pour éviter que le bateau coule, ou pour qu'il coule un peu moins vite. Donc le mec, il se fait chier, quoi, il va dans sa petite cabine, tu vois, il commence à prendre ses fringues, il balance son ordi portable, il balance tous ses trucs, et pendant ce temps, t'as des connards qui sont sur le bord du bateau, qui le pointent du doigt, et qui voient un mec qui fait un sacrifice personnel, qui a absolument aucun impact sur leur vie, et qui, encore pire, contribue à aider la situation globale de tout le monde et qui le pointe du doigt et qui dit ah regardez ce blaireau ce qu'il est en train de faire, tu vois. Je comprends pas comment est-ce que tu peux être genre lent au point de pas réaliser genre que ce mec il est en train genre de on peut après partir dans le débat, est-ce que vraiment il y a une crise écologique, est-ce que vraiment ce qu'on pourrait argumenter, c'est que tu dis oui, ce qu'il fait c'est bon pour la collectivité, même si toi dans tes croyances à toi en le pointant du doigt tu dis mais ça sert à rien mec, tu crois que ça va changer quelque chose, selon toi tu crois dur comme fer que ça va rien changer, ça c'est ton droit, moi je le respecte. La première chose que tu as dit c'est ces personnes ça les concerne pas du tout, ça va pas changer leur vie que toi tu décides de manger de la viande ou pas. À partir de, on peut s'arrêter là selon moi, tu vois, à partir du moment où ça te concerne pas, mais voilà, il y a plus besoin d'en parler, ça ne te concerne pas, clairement, effectivement. Et c'est vrai que tu disais aussi, j'avais écrit une petite note, que tu disais qu'avec ta dernière copine, tu avais l'impression que des fois elle te mettait un peu la viande sous le nez, et elle te disait ah mais c'est pas grave, tant pis, qu'est-ce que ça change, un truc de plus, un truc de moins. Et ça c'est ça peut encore être le sujet de longues discussions, mais l'environnement, ton environnement, les gens qui t'entourent, etc., ont une énorme influence sur toi. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à te faire manger de la viande ? Il y a plein d'arguments, il y a l'argument c'est bon pour la santé, ils croient vraiment que tu seras mieux dans ta vie si tu le fais. Il y a l'argument de eux ils ont du mal à raccorder, pourquoi eux ils mangent de la viande, du coup ils veulent que t'en manges aussi pour que ça les rassure. Oui, je trouve des arguments dans tous les coins, tu vois. Tu sais, là-dessus il y a un phénomène psychologique hyper intéressant, c'est à partir du moment où tu vois une personne qui se comporte correctement, qui fait les choses bien. Donc, je dis pas que c'est le cas d'arrêter de manger de la viande, c'est un truc bien sûr, mais si tu vois quelqu'un qui fait du sport par exemple, et le mec il est discipliné, il fait régulièrement du sport, il prend soin de son corps, c'est un meilleur exemple, et toi tu vas passer tes soirées à te vider 2-3 bières parce que tu bois des bières tous les soirs, et puis le mec il boit pas des bières, il boit du thé, et tu lui dis ah mais vas-y bois une bière. En fait ce mec, je vais pas, peut-être le mot est un peu fort, mais il peut aller dans ce sens là, c'est un idéal. Et l'idéal, c'est un juge. Quand tu vois une personne
qui se comporte bien, bah, à travers ses actions, elle reflète tes propres Oui, erreurs. bah oui. Et ça, souvent, C'est un discours assez tranché comme ça. Et c'est pour ça que moi j'essaie de faire attention avec ce genre de discours parce que je le pense, tout ce que tu dis, je le pense. Je pense que ça reflète pas mal les insécurités de la propre personne. Évidemment. Mais d'un autre côté, tout le monde se sent attaqué quand tu dis ça. Enfin, je suis d'accord avec toi, effectivement. Surtout dans le cas du sport, parce que le sport, c'est plus un stade de croyance. Tout le monde le sait, tout le monde l'accepte. Le sport, c'est bon pour la santé. Manger de la viande ou pas, ça, c'est clairement autre chose. Mais du coup, c'est un assez bon exemple. Ceux qui essayent de te faire culpabiliser un peu, ne pas prendre de bière, alors qu'en fait, c'est plus facile d'entraîner les autres dans la merde avec toi que de t'élever toi-même à leur niveau, en fait. C'est beaucoup plus simple. Ou de t'élever toi-même tout court, sans même... comparer au niveau de l'autre. Ouais, non, c'est... Mais d'un côté, c'est facile à dire comme ça, tout le monde sera d'accord. Quand ils nous entendent, ils vont sûrement dire que c'est vrai, que c'est pas bien de faire ça. D'un autre côté, on le fait tous, pour différentes choses, différentes raisons. Mais c'est bien d'essayer d'en être conscient et... Enfin, ouais. Question suivante. Question suivante, très bien, c'est le bon moment. La dernière, c'était vegan. Ouais, on a pas mal parlé de ça, j'avais beaucoup de questions là-dessus. Alors, yo les gars, c'est peut-être anodin comme question, même si la réponse va sûrement s'avérer complexe, mais en bref, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, en parenthèse, aspect global de votre vie? Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Dans 5 ans, où est-ce que je me vois? J'ai répondu à cette question dans une de mes dernières vidéos, je vais refléter un petit peu là-dessus. Dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Je me vois toujours à faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire créer des choses, partager des choses, partager du contenu, parce que contenu c'est très vague comme mot, partager du contenu indépendamment du format ou support que je vais utiliser. Du coup, je peux très bien continuer à faire des vidéos sur YouTube, c'est faire des vidéos sur la plateforme YouTube, ça peut être faire des vidéos sur une autre plateforme, ça peut être faire un film à la télévision, ça reste la même chose pour moi. Et je pense continuer à faire ça, créer des choses, les partager et parler des choses qui m'intéressent, tout en gardant évidemment le fait de pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse manger, etc. etc. Ça, c'est mieux maintenant, j'ai réussi à trouver un système qui me permet de faire ça, donc je pense que dans 5 ans, je serai toujours en train de faire la même chose. Mais ça peut être ailleurs, autrement. Il y a 5 ans, tu t'aurais imaginé qu'aujourd'hui tu serais en train de faire ce que tu fais? Non, aucune chance. Moi, c'est une très bonne remarque. Moi, c'est ce qui me fait me dire que dans 5 ans... Peut-être que c'est un peu différent parce que toi, tu es déjà lancé dans le process de YouTube. J'ai terminé mes études aussi. Et tu as terminé tes études surtout. Voilà. Moi, c'est ce que j'allais dire pour moi. Dans un an, je termine mon master en droit. Et là, j'aurai un peu le choix dans quelle direction je m'oriente. Est-ce que j'ai peut-être, je sais pas où ce podcast va nous mener, ou le genre d'invité que je vais avoir. Dans un an, je peux me projeter jusqu'à la fin de mon master en droit. Oui, mais au-delà... Ouais. Je l'ai strictement. C'est plus facile quand tu es lancé dans quelque chose d'une durée indéterminée, je pense, de te projeter. Dans 5 ans, je pense, j'espère peut-être avoir une famille, etc. Il y a plein d'aspects de la vie dont on peut parler, mais d'un point de vue professionnel, ça dépend aussi de la situation. Tu vas faire des bébés flags ou bien? Des bébés flags, peut-être. Ils ont intérêt à faire le drapeau à la sortie de... Ils vont sortir en drapeau, tu vois. Mais ils vont sortir en planche. Je serais déçu. Ouais, alors on verra. C'est un projet de ma vie, mais je sais exactement en plus à quoi vous ressemblez tes enfants avec Rosal. Ah, tu crois? Ouais, c'est pas très dur à imaginer. Vous ressemblez pas mal. Donc, je les vois déjà les petits flags chics. On peut passer à la question suivante. J'espère que je t'ai pas mis c'est drôle, non? C'était pas impoli non, très bien. Parce que d'habitude on parle pas de ça en fait, on parle jamais. Je savais même pas en fait si t'avais envie de faire des enfants. On n'a jamais parlé de ça en fait. Oui, non, c'est pas impoli. Non, je te l'ai dit moi-même, c'est moi qui suis sur le sujet. Oui, moi, du coup je dis ça sans attendre que tu sois d'accord ou que tu aies envie de partager ce que tu penses. Mais moi personnellement, dans ma vie, peut-être pas dans 5 ans, mais dans ma vie j'aimerais bien avoir des enfants. Mais ça a toujours été clair pour moi, ça, je sais pas. Certaines personnes, oui. Peut-être j'ai eu des périodes où une petite période courte où je disais là, non, mais assez rapidement ça revient, c'est très instinctif, quoi, c'est assez fort. On peut voir ça quand tu grandis, tu le ressens de plus en plus en tout cas. Je pense. T'as une question ou vas-y, enchaîne. Ok. Question sur Twitter, elle est publique du coup, William, je peux dire ton nom. Étant donné que vous êtes poussés tous les deux sur le développement personnel, est-ce que vous pourrez parler de la rupture amoureuse? En parenthèse, aidez-moi MDR.
Sinon, j'ai pas de réelles questions. Je pensais que vous étiez en dispute. On ne vous voyait plus ensemble. Ça fait plaisir. Bon, en fait, on ne vous voyait plus ensemble parce qu'on habite à l'autre bout du pays, quoi. Il n'y a pas de froid. Hein. Je crois être en froid avec personne d'ailleurs, donc tant mieux. Ouais. Non, tout va bien. Nous sommes très amis, toujours. Séparés par la distance, tu vois. C'est ça. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est que quand on s'est revus hier, en fait, ça se voyait que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Enfin, il nous a fallu quand même un certain temps pour reconnecter. Peut-être, je me suis dit ce matin, en me réveillant avec la gueule de bois, que ça aurait été mieux d'enregistrer le podcast hier, quand j'étais en forme. Mais je me suis dit aussi que peut-être c'est bien d'avoir fait une soirée ensemble et d'avoir pris le temps d'un peu de reconnecter, histoire de... Parce que c'est ça, hein, tu vois pas quelqu'un pendant... C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu? Je sais pas, 6 mois, un an. Hyper longtemps, parce que Eric, t'es toujours dans tes trucs, moi je suis dans mes trucs, et puis on s'appelle, on s'écrit, on se renvoie des audios de 15 minutes que j'écoute pendant que je fais la vaisselle. Et du coup, la question c'était... C'était quoi? Rupture amoureuse. Rupture amoureuse. Ouais. Quand tu gères une rupture amoureuse, c'est ça qui veut savoir. C'est une question qui vient souvent. Et c'est trop drôle parce qu'on en a parlé hier soir. En fait, c'est pour ça que j'ai gardé la question. C'est parce que... On en a parlé un peu hier soir. Parce que moi, j'ai rompu récemment, du coup, avec ma copine. Et c'est une question qui est pas... Enfin, c'est jamais facile, forcément. Tu vis pendant longtemps avec quelqu'un et tout d'un coup, cette personne n'est plus là, ça crée un vide. Tu as pris des habitudes avec cette personne, tu l'as connue, tu as partagé des jolis moments. Il y a un côté un peu sale dans une rupture, dans le sens où t'as bien évidemment plein de bons souvenirs avec la personne, mais selon la situation, ces bons souvenirs, ils changent un peu de goût après la rupture, si tu veux, parce que dans le sens où, imagine, tu te lances dans une relation, tu te dis, ok, cette fois-ci, c'est ma relation, je vais vraiment faire ce qu'il faut pour la bosser jusqu'au bout, on va se marier, on va faire des gosses, on va grandir, on va vieillir ensemble. Et du déjà coup, pas mal de pression. Toute la narrative, mais je dis ça parce que c'est des choses que tu peux te dire, hein, quand tu te maries avec quelqu'un, c'est la promesse que tu te fais avec cette personne. Et ensuite, t'en viens à divorcer avec cette personne. Et en fait, au moment où tu divorces, tu te dis, en fait, toute la narrative que je m'étais construite par rapport à ma relation, donc moi, je vivais ma relation en me disant, voilà, on s'est bagarré à ce moment-là, où on a eu ce problème, on a essayé de le résoudre, on a eu une dispute à ce sujet-là sur où est-ce qu'on va vivre, ou quel travail, quelle opportunité de boulot tu prends, ou j'en sais rien, tu vois. Mais moi, la façon que j'avais de voir cet événement dans le passé, quand on était encore mariés, c'était à travers, je suis en train de négocier avec la personne avec laquelle je vais vieillir. Et ensuite, tu divorces, quelques années plus tard, où tu te sépares, et là tu te rends compte que mais non, en fait le passé il est plus, si tu veux, le présent il change le passé, parce qu'en réalité j'étais pas en train de me disputer avec la personne avec laquelle j'étais censé vieillir, mais je me disputais juste avec je sais pas si c'est... je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça change du coup? Imagine ta copine elle te trompe, imagine si ta copine te trompe, exemple très 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 fort, tu vois, mais imagine tu vis avec une personne pendant un an, pendant maintenant 5 ans, et un jour, tu réalises que depuis 3 ans, en réalité, ta copine, elle était en train de voir quelqu'un d'autre. En fait, les 3 dernières années de ta vie, l'image que tu t'en faisais, c'est plus du tout la même. T'es plus la même personne, t'étais plus dans la même relation, t'étais pas avec la même personne. Et ça, c'est le côté, au moment d'une rupture, où des fois, c'est un bon exemple. On comprend mieux du coup ce que tu veux dire quand tu dis ça, effectivement. C'est là que ça change l'après-goût dans la bouche de tout ça, et de certains moments aussi, notamment quand tu te rends compte de certaines choses que tu as l'impression d'avoir vécu dans le mensonge, comme on entend parfois dans les films ou quoi. Mais c'est... On passe à une question suivante. C'est comment gérer la rupture amoureuse, c'est difficile, et moi j'ai pas l'impression d'avoir la réponse. Moi il y a bien évidemment des aspects pratiques, je veux dire. Prends suffisamment pour travailler sur toi-même, etc. Je veux dire, la vie continue, la vie elle t'attend pas, donc la vie elle va continuer à avancer, les problèmes de ta vie ils continuent à se rapprocher de toi, donc ton boulot le monde se met pas sur pause. Donc évite de laisser les problèmes s'accumuler, il te faut peut-être du temps pour rester avec toi, tu peux essayer d'en parler avec certaines personnes pour essayer de processer le truc, peut-être avec la personne concernée si tu as la possibilité d'en parler, histoire de comprendre les raisons, de passer à autre chose, ça peut être important. Mais avance, je veux dire, il faut... Moi c'est comme ça que je le vois. Ça reste encore une situation sur laquelle tu peut-être estimes ne plus avoir de contrôle, de pouvoir, et dans ce cas, si tu n'as plus de contrôle ou de pouvoir, il faut laisser les choses s'en aller. Et le temps fait son boulot, toujours.
Toujours. Je pense que le temps fait toujours son boulot. Ça, tu peux en faire confiance. Et si après 3 ans, après 4 ans, tu continues d'être bloqué sur une rupture, ce qui peut arriver, moi je pense qu'il y a une bonne chose à faire, ça pourrait être d'essayer d'écrire le truc et d'essayer de processer le truc. Tu peux essayer de suivre une thérapie, que ce soit avec un professionnel ou d'en parler avec des amis, mais dans la grande majorité des cas, enfin je pense que c'est rare d'avoir des gens qui 5 ans après continuent à être affectés par une rupture, 5 ans, 10 ans après, même si sur le moment ça te paraît tellement accablant. Sur le moment, t'es là, je vais jamais m'en remettre, t'arrives pas à voir le bout. Non, c'est tous dit ça. Hein. Ouais. C'est surtout dans ta première rupture, j'imagine. Et c'est la même chose pour d'autres choses. On s'est tous dit, putain, plus jamais je bois autant hier soir. On l'a tous refait un petit peu pour vraiment comprendre comment ça marche. Le temps, les cicatrices peuvent rester, mais on finit par les oublier et vivre avec. Et en paix avec soi-même, je pense. Ouais. Et je pense que c'est peut-être bien, genre, une rupture, c'est jamais, enfin je pense ça forme, ça forme, ça forge. Et t'as toujours moyen en fait de voir des choses que toi tu faisais pas bien dans la relation. T'es jamais la victime de la rupture. Surtout si tu te permets de ne pas être la victime, parce que si tu es la victime de la rupture, malheureusement c'est le meilleur moyen de répéter les mêmes choses probablement. Parce que si t'as plusieurs échecs amoureux, c'est quoi le dénominateur commun de ces relations? Tiens, c'est pas les femmes, c'est la victime du coup, suivant quoi. Et du coup peut-être que de prendre un peu ton temps pour essayer de te connaître et de te comprendre un peu mieux avant de replonger dans une relation derrière, ça peut peut-être être quelque chose de bien. C'est peut-être, hein, c'est genre une piste, je sais pas qui écoute, mais du coup on balance un peu. Qui sommes-nous pour parler de ça? Bah écoute, moi nous sommes des êtres humains qui avons vécu des ruptures, toi comme moi, donc voilà, ta réponse est aussi bonne que la nôtre, j'ai envie de dire, au final. Voilà. On espère que... Essaye peut-être d'éviter... Moi, les choses que j'ai le plus regrettées au niveau des ruptures, c'est... Enfin, après une rupture, c'est surtout quand la chose est passée, que tu n'es plus à fleur de peau vis-à-vis de ça, je regrette les disputes, en fait, les moments où je me suis pas comporté de la meilleure manière avec la personne concernée. Et du coup, je pense que si tu es en phase de rupture, si tu sens que dans ta relation, ou alors si tu viens de rompre, mais que vous écrivez des fois de temps en temps, évite genre de lui balancer des sales trucs dans la gueule juste parce que tu te sens triste, parce que c'est le genre de truc que tu vas jamais être fier de ça, en fait. Je pense pas que ce soit sain de te servir de l'autre comme d'un punching ball, en fait. Même si ça peut te défouler sur le moment, mais j'aurais tendance à dire que c'est le genre de truc que tu regrettes, parce qu'au bout d'un moment, tu digères, au bout d'un moment, t'en viens à te dire ok, bon, j'ai vécu mon moment de vie avec cette personne, et c'est mieux de pouvoir le voir comme j'ai vécu mon moment de vie avec cette personne, point, que de le voir, j'ai vécu mon moment de vie avec cette personne, et après on s'est foutu sur la gueule pendant 2 mois, c'est de la merde et tout, genre on s'est revus, on s'est insulté, on a été couché avec le pote de l'autre et tout, je sais pas quoi, pour faire souffrir l'autre, parce qu'au final c'est des schémas que tu vois, enfin, je veux dire, c'est des choses qui existent, et ça c'est pas, je pense pas que ce soit bien pour ta conscience, pour ta paix avec toi-même. Ouais. Intéressant. T'as d'autres questions? On a vu pas mal de choses, hein, quand même. On a parlé de... Je sais pas exactement, ça doit faire un peu plus d'une heure. On a parlé de mentalité de victime, entre guillemets. On a parlé de responsabilité, on a parlé de végétarisme, on a parlé de rupture amoureuse. Tu veux nous lancer quelque chose? Une question sur Twitter. Quelqu'un qui lui demande, question 1. Faut-il être hypocrite pour ne pas être seul? Ouais, on commence par là. Il y a 3 questions. La question 2 et 3 sont liées, donc là c'est la question 1. Faut-il être hypocrite pour ne pas être seul? Ouais. Donc j'imagine que c'est un peu ça découle un peu de cette idée. Je sais rien si c'est le fake it till you make it, ou alors si c'est le montre tes bons côtés, parce que si tu montres la vraie personne que tu es, donc si tu montres aussi tes défauts à l'autre, l'autre va être repoussé, effrayé peut-être par tes défauts. Est-ce que tu as besoin de t'embellir quelque part, ou est-ce que tu peux pas simplement genre être toi-même et te livrer tel que t'es à quelqu'un, ce qui fait peur, hein, ce qui est pas... C'est compliqué comme question. On a tous une dose plus ou moins grande, objectif, subjectif, d'hypocrisie dans notre façon d'aborder nos relations avec les gens. Moi, par exemple, je sais que je serais sûrement beaucoup plus hypocrite, si on veut appeler ça comme ça, avec les personnes que je connais pas bien.
typiquement, avec lesquels j'ai des interactions, mais je ne cherche pas à approfondir, et des fois, j'aurais plus tendance peut-être à dire des choses qui permettront plus de résoudre la discussion, et qu'on puisse chacun continuer avec notre vie, plutôt que de creuser à fond la chose, alors que dans le fond, ben, ça m'intéresse. Tout dépend de... Ouais, c'est... Être hypocrite, au final, c'est genre... trop vaste comme question. C'est genre pas dire ce que tu penses, parce que tu penses que ça peut t'attirer un bénéfice sur le court terme. Et si ton but, c'est genre de réussir à trouver une relation sur le long terme, bah ton hypocrisie, au bout d'un moment, tu vas te la remanger dans la gueule. Genre, tu peux pas, genre, si genre, t'as l'intention de, je sais pas, j'en sais rien, s'il y a une personne et t'as l'intention de construire une relation long terme, tu commences à lui mentir ou lui cacher des trucs, ou à ne pas lui montrer ton véritable visage parce que bah, t'as peur de l'effrayer avec son véritable visage, sur le long terme, ça joue pas. Je pense pour des raisons évidentes, parce qu'au bout d'un moment, bah, tu peux pas maintenir un masque indéfiniment. Surtout qu'ensuite tu dois poser des masques sur tes masques pour protéger ton masque initial. C'est comme les mensonges, ça s'empile, t'es obligé de les empiler pour protéger le premier. Au bout d'un moment, ça se pète la gueule. Ouais, complètement. Complètement. Ouais, et je pense que tout le monde est d'accord. Et sur le court terme, du coup, pour ne pas être seul, si genre tu te sens seul dans ta vie, et puis que tu sens que t'as besoin de réconfort, t'as besoin de quelqu'un, est-ce que du coup tu vas être hypocrite, tu vas pas montrer tes défauts? Je pense que je trouve, je vais être franc, je trouve que c'est pas glorieux, c'est vraiment pas glorieux. C'est tellement mieux quand tu peux montrer qui tu es et genre dire ok, écoute, voilà, j'en suis là dans ma vie, j'ai tous ces défauts, j'ai tous ces problèmes. Si tu veux me prendre comme ça, tu me prends. Si tu veux pas me prendre comme ça, tu me prends pas. Donc c'est vrai qu'après c'est un peu peut-être facile de dire ça quand t'es à un stade de ta vie où tu sais que t'as de toute façon plein d'opportunités. Oui. C'est beaucoup plus simple d'aller vers les gens et enfin de parler à une fille et puis de lui dire et lui dire cash, lui dire la vérité, lui dire écoute, si tu veux passer un moment avec moi, essayer de faire un petit truc ou essayer de faire un truc peut-être un petit peu plus long, bah go, on teste, mais je te préviens, ou alors peut-être pas forcément essayer de... Il y a des façons de dire les choses aussi, Bien tu sûr, vois, mais... tu vas pas dire ça 5 minutes après l'avoir rencontré, on est d'accord. Alors si tu veux qu'on se lance dans quelque chose de très long terme, tu vas l'effrayer, on est d'accord. Bien sûr. Voilà, part du principe que tu dis les choses de la bonne façon, au bon moment plus ou moins. Ouais. Mais ouais. Moi, ce que j'aime bien avec l'idée d'être le moins hypocrite possible, quelque part, d'être le plus vrai, transparent et naturel, si on veut dire ça comme ça, c'est l'énorme avantage de ne pas avoir besoin de te souvenir du processus. T'as pas besoin de te souvenir de quoi que ce soit. Ouais. Quand tu vis sur la vérité et que tu dégages les choses sans trop y réfléchir parce que c'est ta façon de faire et de penser, tu n'as plus besoin de tenir un mémoire de toute ta vie. Et c'est ça le pire. C'est épuisant. C'est ça le pire, c'est que dès que tu commences à monter des choses, tu dois les garder, comme tu l'as dit, dans un coin de ta tête. Elles sont toujours là, tu sais. Ah, je peux pas dire ça, je peux pas faire ça à cause de ci, cela. Et tu t'enfonces de plus en plus dans un labyrinthe quand tu fais ça. Alors que moins tu arrives à te mettre de barrières comme ça dans tes relations, typiquement, plus elles sont faciles à vivre parce que tu n'as pas besoin de te souvenir de si tu es comme ci, comme ça avec celui-ci ou celui-là. Et en plus, plus tu as de connaissances et de relations, plus ça se complexifie ensuite, surtout quand les personnes que tu rencontres sont interconnectées. Ouais. Un mensonge, il est jamais tout seul. Tu as toujours besoin après de petits sous-mensonges pour crédibiliser ton premier mensonge. Ensuite, tu construis du mensonge, et puis c'est juste pas tenable. Donc non, genre... C'est marrant parce qu'il y a le sois toi-même, du coup, sois vrai, mais ça veut pas dire que tu peux juste te lancer sur le marché de la relation amoureuse telle qu'elle, parce que peut-être que t'es pas assez comme t'es. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut... Tu peux être toi-même, t'es pas assez, ouais. C'est-à-dire Ce que j'entends par t'es pas assez, c'est que est-ce que tu serais prêt à sortir avec une personne comme toi? Est-ce que tu serais prêt à te mettre en relation avec quelqu'un comme toi? Genre, j'imagine que ce sera principalement des garçons qui vont écouter ce podcast, parce qu'une plateforme comme YouTube est principalement écoutée par des garçons, mais il y a aussi des filles. J'imagine surtout le contenu. Ouais, surtout ce genre de contenu, à mon avis, ce sera plutôt... Base, c'est plus des garçons. Ouais, exactement. Bon, bref, imagine du coup, regarde le genre de fille qui t'attire. Est-ce qu'à ton avis, ce genre de fille, elle attire pas d'autres gars qui seraient peut-être plus attirants aux yeux de cette fille que toi? Genre, il faut pouvoir mettre quelque chose sur la table, au final, je pense. Et j'en suis convaincu. Il faut que tu mettes un truc sur la table. Si t'es inintéressant, si t'es vide, si t'as rien à raconter, si
physiquement, t'es pas capable de l'attirer. Et d'ailleurs, à ce propos, les garçons ont tendance à beaucoup trop mettre l'accent sur le physique, à penser vraiment que c'est très important. Le physique, c'est vraiment le plus important parce que c'est ce qu'ils jugent comme étant le plus important chez les filles. Mais les filles ne sélectionnent pas les garçons sur les mêmes critères que les garçons sélectionnent les filles. On n'a pas nos mêmes critères. C'est pas pour rien que une fille, quand elle a l'immensité des choix parce qu'elle est parce qu'elle est brillante, parce qu'elle est super jolie, elle va... Bon, bref, je pense que là, on pourrait faire toute une vidéo là-dessus, et je sais pas si j'ai vraiment envie de me lancer dans ce terrain. Mais augmente ta valeur, simplement, sois une meilleure personne, une personne plus intéressante avec laquelle vivre des expériences. Si tu en arrives à ces conclusions que tu n'apportes pas assez sur la table, parce que tu estimes que... Si vraiment ta conclusion, et il me semble que c'est un raisonnement que certaines personnes qui ont pas mal d'échecs amoureux ont, c'est qu'elles n'ont rien à apporter. C'est que, pourquoi personne ne veut sortir avec moi, et je les comprends. Parce que même moi, je voudrais pas sortir avec moi. Dans ce cas, la réponse peut-être que tu l'as effectivement, qui est d'augmenter ta propre valeur, ta propre perception de ta valeur, parce que ça influence beaucoup les gens. C'est bien pour ça que tu n'as pas besoin d'être beau si tu es drôle ou quoi. Enfin bref, tu vois, si tu as la confiance, typiquement, c'est parce que tu crois en le fait que tu peux apporter suffisamment sur la table. Et ça se sent. Et à partir du moment où tu le crois, ça devient vrai aussi, probablement. Donc, du coup, disons que tu l'incarnes, tu commences à le vivre à partir du moment où tu le crois. Et ça se ressent. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il faut être hypocrite écoute, je pense que tu vas jamais être fier de toi. Pas de réponse, quand tu te couches le soir et tu te vois dans ton hypocrisie, je pense pas que c'est un truc dont tu es fier. Donc après, tu peux décider d'essayer de pas trop y penser. Mais de manière générale, j'imagine que plus tu réussis à être vrai, plus c'est agréable de vivre, quoi. Probablement. Je me dis. Du coup, c'était la première. La deuxième, comment forger des liens d'amitié solides. Comment forger des liens d'amitié solides. Ouais, là on part c'est plus du oui, il faut manger 2 ou 3 grammes de brocoli. C'est plus large, hein. Tu sais, premièrement, j'ai peut-être une petite anecdote à raconter par rapport à ça. Il y a 2-3 jours, je discutais avec un Kazakh de la maison, Tourlan, du coup, tu vois qui ça. Et il me disait, est-ce que tu crois que ça existe il m'a dit true friendship, donc les vraies amitiés, est-ce que ça existe? J'ai réfléchi un moment, en fait, je me suis rendu compte que non, ça peut pas exister. Une vraie amitié, ça existe pas. Genre, l'amitié au sens qui durera pour toujours. Parce que on est en constante évolution, tout simplement, et penser que la personne, il peut arriver une situation où tu as une amitié avec quelqu'un et les circonstances font que tout au long de votre vie, vous êtes alignés sur les valeurs qui vous permettent d'être amis et vous partagez ce truc et vous arrivez à avoir ce truc en commun. Mais tu peux jamais parier qu'une amitié durera pour toujours. Il peut toujours se passer quelque chose. Tu peux avoir le meilleur ami du monde et il se passe un truc. Et... Enfin, parce que lui me disait aussi que non. Et en fait, je me souviens plus. Ça me paraissait plus logique quand j'en avais parlé avec lui, parce qu'il m'avait aussi apporté sa vision du truc. Mais je pense que tu peux justement te comporter de manière intègre avec des gens, tu peux partager des super bons moments avec des gens, mais est-ce que vraiment est-ce que vraiment une amitié elle est acquise, t'as trouvé la personne, c'est ton ami pour la vie et puis go. Peut-être si tu le vois une fois tous les 5 mois et puis que du coup vous avez la courtoisie. Mais c'est quoi un ami? C'est quoi une amitié du coup? Justement, c'est très loin. Après, c'est pas parce qu'une amitié, tu pars du principe qu'une amitié peut être perdue à tout moment, qu'il n'y a pas de bénéfice ou d'intérêt à la renforcer, et que tu ne peux pas la renforcer. Du coup, la question qui devait tourner autour de renforcer, comment forger des liens d'amitié, probablement en parlant avec la personne, en voyant à quel point tu as l'air de la comprendre, tu as l'air d'être probablement en accord avec elle, et à quel point vous partagez des choses. Tu trouves les choses que tu partages avec elle. Avec Elio, tous les deux, on partage pas mal de choses et on s'en est rendu compte les premières fois qu'on a beaucoup parlé, que ce soit dans notre façon de voir la vie, que ce soit dans notre façon de nous entraîner, de décider quelles sont les actions qu'on a envie d'entreprendre. C'est ça qui m'a beaucoup frappé chez toi et c'est pour ça que j'avais l'impression que Elio, c'était quelqu'un que j'avais envie de garder dans mon entourage parce que je sentais que c'était positif pour moi et qu'en plus on se ressemblait et que du coup je pouvais aussi plus facilement jeter des questions à un miroir qui me répondrait pas exactement la même chose mais quelque chose qui me parlerait.
Et c'est ça, peut-être que c'est ça la réponse du coup. Comment forger des liens d'amitié plus profonds? Jeter des informations, parler aux gens autour de toi, écouter très attentivement la réponse qui va venir en retour et déterminer à quel point est-ce qu'elle te parle, est-ce qu'elle te correspond et à quel point tu la trouves de valeur et intéressante. Et si systématiquement tu reçois des réponses qui te satisfont, je pense qu'à chaque fois, ça renforce le lien que tu as avec cette personne et que ça peut aussi être un assez bon test pour savoir à quel point tu as peut-être envie de côtoyer cette personne. Et à partir du moment où tu décides que oui, cette personne, j'ai envie de la côtoyer, elle m'apporte du bien, je suppose et j'espère que c'est réciproque. Et dans ce cas, j'ai comment renforcer des liens d'amitié. Après, il y a des réponses bateau. Hein. Allez vous entraîner ensemble, voyez-vous régulièrement, discutez à distance si vous ne voyez pas. Enfin, Ouais, écoutez, je pense que un point important, c'est écouter. Écouter la personne. Mais genre vraiment écouter, pas genre attendre qu'il ait fini de parler pour raconter ton truc. Ça, écoutez attentivement ce qu'elle te dit. On s'en rend compte. Hein. On est des êtres humains, on sait très bien quand la personne en face de nous, elle nous écoute pour ce qu'on dit, ou bien si elle nous écoute pour être polie et attendre de pouvoir placer ce qu'elle veut dire elle-même. Et rien que tu vois, toutes ces choses qui sont tacites, implicites, genre, je sens que quand je parle, tu m'écoutes vraiment, on n'a pas besoin de se dire, t'as vu là, j'ai senti que tu m'as vraiment écouté. Tu vois, c'est toutes ces petites choses qui sont complètement non-verbales et que tu n'as pas besoin de dire. Tout ça, c'est boum, les liens qui sont en train de prendre des grosses veines et tout, ils sont en train de se renforcer comme ça. Et tu le sens. C'est difficile de placer des mots dessus, mais tu le sais au fond de toi que ce que tu es en train de faire, ça renforce la chose. Ou ce que tu es en train de faire, c'est en train de déterminer l'issue de cette relation qui va arriver plus tôt que tu ne le pensais. En fait, tout ce que tu dis, ça me fait linker un truc, en fait. Et je me dis qu'en réalité, si on peut, peut-être en une phrase, si je peux le dire, il faut réussir, enfin, t'as besoin d'être empathique, il faut être capable de sincèrement en avoir quelque chose à faire de ce que l'autre devient dans sa vie, mais en même temps réussir à être suffisamment détaché pour le laisser vivre sa vie au final. Et c'est marrant parce qu'au final c'est un peu la même histoire qu'une relation, et peut-être qu'une relation c'est une amitié avec un peu plus, tu vois, mais t'as besoin d'être empathique si tu veux. Genre, si maintenant tu me racontes un truc terrible qui t'est arrivé et que je m'en tape et que je fais semblant de t'écouter, on n'aura pas une réelle amitié. Donc t'as besoin d'un certain niveau d'empathie. Mais si ton empathie elle arrive au point où genre dès qu'il fait un truc tu vas lui faire des leçons parce que ça va t'énerver genre de le voir enfin tu vois comme tu pourrais le faire, comme on pourrait faire des leçons à des gens. Juste parce que même si ça vient d'un sentiment de profonde sincérité et amitié envers la personne, tu l'aimes. Tu vois, typiquement l'exemple flagrant c'est les parents qui t'aiment vraiment, c'est difficile à remettre en question, mais qui pour autant n'agissent peut-être pas dans ton intérêt parce qu'ils veulent te protéger, parce que tu auras du mal à avoir une critique constructive juste parce qu'ils t'aiment vraiment. Ils veulent te protéger, quoi. Je sais plus où j'allais avec ça maintenant. C'est simplement, tu t'allais simplement au fait que tu peux pas, genre, tu dois laisser la personne vivre au final. Faut que tu laisses la personne vivre, faire ses expériences. Exactement, tu dois être là pour elle, mais pas vivre à sa place non plus. Et dernière question du coup, qui est en lien avec la question 2. Faut-il ou comment ne pas avoir des attentes une fois avoir fourni des efforts envers une personne? Comment ne pas avoir des attentes? En étant... Le premier truc qui me vient à l'esprit, je sais pas à quel point c'est vrai, j'ai envie de dire, plus tu es autosuffisant, moins tu risques d'avoir d'attentes et moins tu risques d'être déçu. J'avais pas pensé, mais superbement surpris. C'est d'ailleurs, oui, du coup je finis juste ma pensée parce que c'est quand je réfléchis à mes meilleures amitiés, et je peux voir certains de mes meilleurs amis que j'ai gardés très longtemps qui consistent l'énorme noyau de ma vie sociale, parce que j'ai pas énormément de personnes dans ma vie sociale, mais même, je prenais l'exemple, je crois que je parlais avec ma copine de toi l'autre jour, vis-à-vis de ça, c'est que un meilleur ami, selon moi, il y a une grosse partie de zéro attente l'un envers l'autre. Moi, mon meilleur pote, on peut ne pas se parler pendant 6 mois, il n'y a pas de problème. Zéro problème, parce que zéro attente. Et donc, si pendant 6 mois, je lui demande pas tous les jours, est-ce que tu vas bien, est-ce que ça se passe bien, la fois où je lui dirais, ce sera pas, tu t'en foutais il y a 2 mois, comment j'allais. Non, on reprend les choses là où on les a laissées, parce qu'on n'a pas d'attente envers l'autre. Et du coup,
Je trouve ça cool en tout cas. Je trouve ça cool à vivre les amitiés comme ça parce que il y a aussi moins de chichi, tu vois. Et pour ça, il faut avoir une vie en fait. Tu devrais pas avoir besoin de prendre des énormes pincettes avec tes potes parce que sinon ça devient compliqué et ça devient inutilement complexe. Alors qu'un meilleur pote, selon moi, du coup. Les attentes devraient être relativement minimales. Après, il y a un code implicite. Tu vois, ton meilleur pote, il ne veut pas aller draguer ta meuf. Mais ça, on n'a pas besoin de poser les bases. Mais en dehors de ça, en dehors de ces attentes voilà, normales, selon moi, il ne devrait pas y en avoir. En tout cas, j'essaye de... Mec, t'as bien ratissé le truc. Moi, j'ai envie de m'aligner sur ce que t'as dit. Je prends responsabilité, je prends responsabilité pour tes mots. On a une dernière question. Une dernière ? Ah non, on en a deux. Bon, bref, c'est une question, c'est la confiance en soi, point, juste ça. Ta vision sur la confiance en soi, ça, on peut en faire en peut-être 30 secondes, essayer d'aller rapidement. La confiance en soi, être aligné avec la... Tu vois, dans le tram, dans le bus, entre... Une fois, on était dans le bus, entre Vienne et Budapest, oui. Ouais, et là-dessus, on avait une parlé discussion. De ça. Ouais, on en avait parlé pendant 2 heures, du coup. Donc, Et du coup, il y avait, rapidement, c'était que tu chopes, tu réussis à avoir confiance en toi à partir du moment où tu sais que t'es là pour toi. L'exemple que j'avais donné, c'est que si... Ah non, ça va pas faire 30 secondes, ça va pas faire 30 secondes. Je pense qu'on a déjà pas mal élaboré le truc. Je pense confiance en toi, déjà... c'est quand tu crois en le fait que tu es capable de subvenir à tes propres besoins, de t'adapter aux situations, de travailler sur toi-même de façon à être mieux préparé, de savoir que tu peux apporter quelque chose sur la table, comme on l'a dit dans une relation. Tout ça, ça va créer de la petite confiance. Et tu commences petit. Tu sais que tu dois ranger ta chambre, bah tu ranges ta chambre. Tu sais que tu dois payer cette facture. Tu sais que tu en es capable. Tu es capable de laver la vaisselle. Si tu es capable de laver la vaisselle, tu es peut-être capable de faire un truc qui représente laver la vaisselle plus 1 en difficulté ou en effort. C'est comme ça que tu construis. Tu vas step by step. Et t'évites de te mentir à toi-même. Tu vas pas la trouver sous... Voilà, c'est cliché. Tu vas pas la trouver sous un caillou. Tu vas pas la trouver dans ta vaisselle, la confiance, non plus. Mais elle se construit, elle s'entretient et elle fait des petits au bout d'un moment aussi, suivant quoi. Donc... Ouais, c'est chouette en tout cas. C'est un truc assez chouette. Mec, j'ai une dernière question. Dernière question ? La toute dernière, et je l'ai pas comprise en fait, comme question. C'est pour ça que Voyons voir. Je me suis dit qu'on pourrait se marrer. Ouais. Enfin, oh merde, j'ai 1%. Vite. Comment réussir à se mettre au sport lorsqu'on est une personne qui n'apprécie pas le regard des autres ? Creuse. Comment réussir à se mettre au sport lorsqu'on est une personne qui n'apprécie pas le regard des autres ? Mais en fait, non. Dans ce cas, la question, elle est un peu contradictoire. Ça voudrait dire que tu veux te mettre au sport, mais c'est pas pour toi. Ne c'est pas pour les autres ? Parce que t'aimes pas le regard des autres ? En fait, moi je dis on va philosopher parce que je trouve que la question elle a pas vraiment de sens et puis elle est... Ou je sais pas, je pense qu'on peut s'arrêter aussi. Ou alors on la comprend difficilement quand on n'arrive pas. En fait, ce que veut dire cette personne en posant cette question, c'est j'ai envie de faire du sport, mais quand je vais à la salle, on va me regarder, je vais avoir l'air con. Aussi. C'est ça la question qu'il voulait dire. Après, on peut très bien s'amuser à la tordre dans sa grammaire ou quoi. Comment réussir à faire du sport quand tu as peur dans ta chambre, si c'est trop dur d'aller à la salle. C'est dehors, dans ta chambre, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu fais des choses dans ta chambre, ou après tu changes ton environnement. C'est vrai que la musculation, les salles de musculation, c'est un environnement on peut avoir l'impression d'être facilement jugé, plus que dans d'autres sports peut-être. Et au final, les personnes qui vont te juger, c'est vraiment les personnes qui sont plus complexées que toi. Ouais, en fait, je pense que dans les salles de sport, ceux qui ont tendance à... ceux qui ont tendance à le plus juger, c'est de manière générale ceux qui sont le plus loin en fait de leurs objectifs. Parce que le mec le mec que tu vois à la salle de sport qui est monstre balèze et puis qui déchire tout, le mec il te regarde même pas. C'est facile à représenter. Ou alors s'il te regarde, toi tu te construis un truc, il dit il m'a jugé crevette et tout, je sais pas quoi. Le mec il marche et puis t'as des autres individus de la même race qui arrivent il se trouve en face de lui, il te regarde, tu vois, et puis c'est tout. Et puis t'as un débardeur, et puis t'as peut-être un tatouage, du coup il va regarder ton tatouage, il va pas regarder la taille de ton biceps. Les gens s'en tapent. La grande partie de la narration, elle va se faire dans ta tête. Tu vas prêter des attentions à la plupart des gens qui ne sont pas les leurs. Ils s'en foutent. Je veux dire, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Moi, quand je m'entraîne, et au contraire, j'ai même plus d'empathie parce que quand je vois quelqu'un qui galère, au lieu de le juger, je me dis putain, c'était moi il y a 10 ans, clairement. Tu vois que je vois des petits adolescents avec un peu de l'acné et tout, je me vois très bien et je me dis putain, super, bravo à toi mec, tu verras, c'est super dur d'aller à la salle. T'as l'impression que tout le monde te regarde et un jour, tu vas te pointer à la salle et tu te retourneras, tu te reverras comme moi je me vois dans le miroir, celui qui commence et tu te diras c'est super dur mec,
mais putain, accroche-toi, parce que tu vas pas le regretter. C'est marrant parce que moi je suis pas passé par ce stade-là en Ouais, fait. c'est vrai. Bah moi je me suis entraîné dans ma chambre pendant Ouais. un an et Ouais, demi. Genre ok. je faisais des tractions, des pompes dans ma chambre. Ouais, Et ensuite je suis passé de la chambre à Chaudron, ouais, c'est-à-dire un parc en extérieur où, ouais, c'est vrai, on n'a pas la même... donc en vrai, genre, j'ai pas, en vrai, quand j'ai commencé à aller en salle, j'étais déjà balèze. D'accord. Tu vois, Ouais. disons Tout l'inverse de moi, pour le coup. Donc j'ai pas eu ce truc. Mais pour te dire, enfin, Ouais, comme ça, on a deux visions différentes, et puis les deux fonctionnent. Tu peux t'entraîner chez toi, si vraiment. ouais. Et là, tu vas créer de la confiance, et ensuite, tu n'auras plus peur des autres, parce que tu te jugeras peut-être moins en inégalité en fonction de niveau ou différentes choses, et il y aura pas de problème. Ce qui est sûr, c'est que tu vas rarement regretter, tu vois, même si tu vas à la salle, que tu fais quoi que ce soit qui te met un peu dans l'inconfort social, dans le but de t'améliorer vers la chose, en rentrant de la salle, il y a peu de chances que tu te dises, voilà, je regrette vraiment d'être allé m'entraîner, parce que c'est vrai, je me suis musclé un peu, je vais devenir un petit peu plus musclé, mais peut-être qu'on m'a mal regardé. Tu vas te dire, ouais, au final, ça vaut la peine quand même. Ça vaut la peine, parce que je préfère avoir ça. Le positif dépasse contrecarre le négatif. Si t'en as vraiment... Surtout sur le long terme, quoi. Voilà, si t'en as vraiment envie d'aller faire du sport, tu devrais avoir suffisamment envie pour au moins oser y aller malgré le regard des autres et voir ce qui se passe. Si vraiment c'est insupportable, inconfortable, à force de continuer à y aller, et ben dans ce cas, soit tu n'as pas vraiment envie de faire du sport ou tu devrais peut-être remettre ça en question, soit du coup tu changes ton environnement, tu vas dans une autre salle, tu fais ça chez toi et tu expérimentes, tu mesures, tu évalues et tu repars en faisant les modifications qui te semblent utiles. Eric, merci. Sur cette belle conclusion, bah, merci à toi. C'était chouette cette discussion. C'était vraiment sympa. Ouais. Je sais pas si tu l'as ressenti aussi que dans la dernière demi-heure on fatiguait un petit peu. Un petit peu, oui, mais ouais. bon, c'est normal après 3 heures. Ouais, et puis Après après hier soir. Quoi. Ouais, Mais c'était quand même un super moment. Vraiment, Super. sincèrement, comme on a dit à l'entracte, moi j'adore comme ça, Cool. la façon dont ça se déroule. J'espère que toi qui écoutes auras trouvé quoi que ce soit pour toi, pour t'améliorer toi-même, pour gagner en confiance, pour n'importe quoi que tu as l'impression que ça peut être utile. Et puis tu peux aller suivre le contenu que Eric Flack produit sur YouTube ou sur Instagram dans la description de cette vidéo. Partout. Tout ce qu'il faut. Et Eric, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Probablement qu'on trouvera un moyen. À bientôt. Merci à toi. Ciao.